Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur Radio Nova, dans la dernière, en direct et en public, comme vous pouvez l'entendre, du Théâtre L'Européen à Paris. Merci l'Européen, nous sommes le dimanche 5 avril 2026 et c'est Pâques. Dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection à Jésus, qu'on croyait qu'il était mort, puis qu'en fait non, qu'il n'était pas mort. Mais oui, que c'est un peu le Jean-Pierre Chevènement d'avant. Sauf que là, je rappelle que Jésus, il doit revenir normalement. Sauf que Jésus, tout roi des Juifs qu'il est, c'est un Palestinien à la base. Donc en fait, moi je comprends qu'il ne revienne pas tout de suite. Hein, il doit être là, démerdez-vous quand même un petit peu, hein, voilà, sans moi. Alors vous allez me dire, oui, mais si, il peut revenir en France. Sauf que tous ces fans à Jésus, ils sont au Puy du Fou. Donc, s'il revient, paf, combat d'épée, faucon, hop, Jeanne d'Arc en hologramme, non merci. Non mais vraiment, Jésus, vie de merde, mort de merde, résurrection, pas ouf, et retour très compliqué. Donc Jay, si tu nous écoutes de là où t'es, force à toi, gros. C'est également la journée, c'est vrai, sa journée du syndrome du bébé secoué. Et oui, ça c'est pas rigolo, je vous rappelle que c'est une maltraitance infantile qui peut entraîner de graves lésions du cerveau. Attention si vous voulez pas que votre enfant devienne plus tard ministre de l'Intérieur. Elle aurait pu devenir ministre de l'égalité, femme, homme, chèvre naine. C'est Juliette Arnaud qui est avec nous. Et bonsoir. Et bonsoir bien sûr. Tout ce qui est bonsoir. J'aurais voulu. Oui. J'aurais pu. C'est pas fini. J'aurais voulu. Je le veux. Tu peux postuler, ce n'est pas terminé, la vie est longue. Notre ministre de la Défense, Aymeric Lomprey. Monsieur le ministre, ça va, tout va bien? Oui. Oui, ouais, ça a l'air. Ouais, parfait. La pêche. Et enfin, le chef de la diplomatie. Bonjour. Ouais, je sais pas. Pierre-Emmanuel Barré. Bon, il est là, quoi. Voilà. Ça va, Pierrot? Super. Allez, tout va bien. Et nous rejoindront pendant l'émission Florence Mendez, Mamari et Sama Karaki. Allez, c'est parti. Comme toutes les semaines, on répond au courrier, aux questions que vous nous posez. À l'adresse, je rappelle l'adresse ladernière@radionova.com. Et on commence avec une question de Manolo. Bonjour, j'ai 13 ans et je voudrais savoir quel est votre film préféré à tous les quatre. Bonjour Manolo, merci de préciser ton âge. Les questions des auditeurs ne volent généralement pas très haut. Et c'est bien souvent qu'on se dit en les lisant, mais il a quel âge celui-là? La tienne n'échappe pas à la règle. Et si tu n'avais pas dit que tu avais 13 ans, j'aurais dit 8. Tu as réussi l'exploit de produire une question à la fois inintéressante et confuse. Alors, souhaites-tu connaître notre film préféré à tous les quatre ou bien notre film préféré à chacun? Dans les deux cas, je ne saurais te répondre parce que je me contrefous des goûts cinématographiques de mes camarades et plus généralement de mes camarades. Mais si tu tiens à connaître mon film préféré, c'est un petit film amateur de 2013 dans lequel je deviens ton papa, Manolo. Non, là c'est trop. Je parle. Non, mais... je croyais que ça passait. Je pensais que ça passait. Nagui avait raison quelque part, hein, je pense. Bon, alors, on enchaîne. Non, ça passera pas. Passons à la question de Yanis. Bonjour, la dernière. Avez-vous déjà utilisé votre droit de veto lors du choix de l'invité? Et si oui, qui l'a utilisé le plus? Bonjour Yanis, c'est Aymeric Lomprey qui te parle, le chroniqueur emblématique de l'émission. C'est pas là la blague. Alors, sache que je mets mon veto sur tous les invités. Mais ma voix ici est peu écoutée car je suis le plus jeune. Mais je me dis tant mieux parce que sinon les invités ce serait Zidane, l'inventeur de la pizza, Monsieur Haribo ou Will Smith. Que des femmes donc. Oui, bon. Et ben l'inventeuse de la salade et Madame Haribo. Donc je ne suis pas sûr que ça plairait à nos auditeurs et auditrices qui adorent entendre des gens parler sociologie, démographie, et littérature. Allez, on enchaîne avec une question de Virginie. Bonjour les amis ES. Et j'ai une petite question. Pierre-Emmanuel, comment faites-vous pour que je vous adore autant alors que vous paraissez quand même un peu détestable? Eh bien Virginie, peut-être que dans un premier temps, tu vas bien te calmer. Non, attends, Et non. Je vais répondre. Parce qu'à force d'insulter les gens qui nous écoutent, il va en rester autant que des gens qui disent « François Bayrou, il peut revenir, hein ?» Donc c'est une variation du syndrome de Stockholm qu'on appelle le syndrome de Saint-Roustan. C'est une volonté de souffrance que vous avez, ce qui explique, Virginie, que vous êtes certainement une personne qui attend l'union de la gauche. Vous aimez en chier dans la vie. C'est ça qu'il faut interroger chez vous. C'est comme si vous n'aimez pas pendre des Palestiniens et que vous visez une place à la Knesset, voyez. Et je vous rappelle que si vous ne signez pas la pétition contre la loi Yadan, on sera bientôt condamné pour cette blague. Donc, déconnez pas. Et oui, petit rappel. Et on enchaîne
On enchaîne avec la question de Yuma. Bonjour, je m'appelle Yuma, j'ai 10 ans et je voulais demander à Juliette, pourquoi dans les contes de fées, c'est toujours les garçons, les héros et pas les filles? Alors Yuma, je crois que tu confonds les contes de fées avec Koh-Lanta. Parce que les héroïnes de contes de fées, écrits il y a très longtemps, ça pullule, hein. Blanche-Neige, Cendrillon, la princesse au petit pois, la petite sirène, la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, et je t'en passe. En revanche, dans Koh-Lanta, une femme championne de pirogue polynésienne n'est pas écoutée dans une épreuve de pirogue. Entre autres. Est-ce à dire qu'avant c'était mieux, Yuma? Non. Disons simplement que la misogynie se porte bien et qu'elle t'embrasse. Bisous. On passe à la question de Meredith. Hello, la dernière. Quelle réponse pertinente et bien sentie puis-je donner à ma belle-mère, fan de Glucksmann, qui pense que la France insoumise est aussi abjecte que le RN? Non, attends. Je vais répondre parce que je pense que Meredith s'est fait avoir. C'était le 1er avril cette semaine. Elle est tombée dans le panneau. Personne n'est fan de Glucksmann. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais non, c'était une blague. Et bonne blague, je suis dit. Mais oui, c'est comme la droite sociale ou une chronique de gauche de Tanguy Pastureau, ça n'existe pas. Même Glucksmann, il ne vote pas pour lui-même. Il vote Poutou comme tout le monde. Bon, ça, je suis pas sûr de toutes les infos non plus. Non, mais c'est vrai qu'il est tellement mauvais qu'il perdrait un débat contre lui-même. Donc, pas de crainte, Meredith. Dormez tranquille, comme les 3 derniers électeurs du PS. Et on passe à la question de Corentin qui a 6 ans. Comment on sait qu'on n'est pas en train de rêver, que toute la vie n'est pas un grand rêve et qu'en fait, quand on meurt, on se réveille? Alors, ma réponse pour Corentin, 6 ans, tu m'écoutes, mon minou? Eh bien oui, la vie, c'est un rêve, et quand on meurt, on se réveille. Oui. Maintenant, Corentin, va ranger tes capes là 2 secondes, il faut que je parle à tes parents. Les parents, je me permets, la science l'a prouvé, plus on dort mal, plus on est poreux aux théories du complot. Donc les parents, on reprend la tisane, on arrête les écrans dans le lit, et on fait dodo. Juliette, permets-moi de compléter ta réponse qui est incomplète. Waouh. Ouais, je l'aurais pas tenté celle-là. Je lis le texte. Oui. Sachez que c'est Guillaume qui écrit. Alors. Attends, là c'est un personnage que tu fais. Oui. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc, cher Corentin, c'est très intéressant ce que tu dis, très poétique, très profond. Mais quand tes parents fument du cannabis, il ne faut pas rester dans la même pièce. Car tu deviens fumeur passif. Et après, tu poses ce genre de questions. Des bisous et bonne chance pour le bac. Émeric, permets-moi de compléter ta réponse. Je t'en supplie. Corentin, si t'as d'autres questions dans le style... Non, on arrête d'agresser des gens, en fait. Voilà. Bon, allez. Une question de Marie. Voilà. Salut l'équipe de la dernière. Depuis que je vous écoute, je me suis rendu compte que c'était presque toujours Guillaume et Juliette qui posaient des questions aux invités. Du coup, Émeric et Pierre-Emmanuel, juste, ils s'en foutent ou ils n'ont pas le droit? Écoute, Marie. Salut Marie, tu es très observatrice. Effectivement, Émeric et moi posons rarement des questions, mais pour des raisons bien différentes. Émeric est privé de questions depuis qu'il a demandé à l'invité si on pouvait avoir un cancer en buvant le pipi de quelqu'un qui a mangé une cigarette. Quant à moi, je ne pose pas de questions parce que la plupart du temps, je maîtrise le sujet bien mieux que les spécialistes invités. Mais s'ils ont des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Merci beaucoup les amis pour cette rigueur. Pour cette précision, je vous rappelle l'adresse, la dernière, @radionova.com. Merci d'éclairer le monde de vos lumières. Allez, il est temps de replonger dans les ténèbres. C'est la pub. La dernière. Nova. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h14 sur Radio Nova. L'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Il est chercheur en sciences cognitives, notamment spécialisé dans la dynamique des foules. Il est également vulgarisateur, vidéaste, vous le connaissez peut-être sur YouTube, avec sa chaîne Fouloscopie. Il vient de sortir un livre qui pose une question essentielle. A-t-on besoin d'un chef? C'est Mehdi Moussaïd qui est avec nous. Salut Mehdi. Bonjour à tous. Et bienvenue. On est trop contents. Moi aussi, ravi d'être là. Trop content de te recevoir. On va essayer de répondre à cette question qui m'arrange pas forcément. A-t-on besoin d'un chef? J'ai une première question un peu bête peut-être. J'ai vu que tu avais une thèse en éthologie. Alors l'éthologie, pour moi, à la base, c'est le comportement des animaux. Ouais. Mais ta thèse, tu me dis si je me trompe, elle porte sur l'étude expérimentale et modélisation des déplacements collectifs de piétons. On est d'accord que l'humain est un animal, mais je pensais que justement l'éthologie permettait de faire la distinction entre les deux. Est-ce que tu es un escroc? Non, je suis pas un escroc. Il y a une sous-discipline qui s'appelle l'éthologie humaine. C'est marrant parce que j'étais le premier surpris de mettre ma thèse en éthologie. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'arrive d'un parcours d'informaticien en fait.
Ok. Et j'arrive en sciences et je voulais vraiment faire de la science. Je savais pas exactement où j'allais. Et puis je me retrouve à étudier les piétons au département de biologie. Et en fait, tous mes collègues, ils bossaient sur les animaux sociaux. Il y avait des spécialistes, des fourmis, des poissons, des abeilles, etc. Et tout ça, en fait, ça va dans la grande famille des comportements collectifs. Et ils se sont dit, on va aussi inclure les comportements collectifs humains, donc les déplacements de piétons, par exemple, dans les foules. Okay, donc moi, je suis au département de biologie quand je fais ma thèse, et je suis entouré de gens qui bossent sur les animaux. Et donc, je me suis pas posé la question de ma discipline, de mon rattachement disciplinaire jusqu'à la toute fin de ma thèse, où c'est très protocolaire. En fait, à la fin de la thèse, il faut vraiment cocher une case, genre dans quelle discipline vous êtes. Et puis j'étais là, je sais pas trop en fait. Et je me souviens, c'est vraiment au dernier moment, j'ai dit méthodologie et puis basta quoi, on avance quoi. Juliette. Et alors, c'est quoi la définition perso à toi, au vu de ce que tu viens de nous raconter, de ce qui sépare l'homme de l'animal? Dans mon sujet de recherche, finalement, il n'y a pas grand-chose. Comme je te dis, on met tous les comportements collectifs, que ce soit des moutons, des poissons ou des fourmis ou des humains, on les met dans la même grande boîte. Donc c'est le même genre de système qu'on étudie. Souvent, on va passer d'un système à l'autre, on va faire des comparaisons. On va regarder un truc, on va voir chez les humains, et puis on va dire, est-ce que c'est pareil chez les fourmis? Puis on fait une petite expérience chez les fourmis, etc. Donc il y a des points communs, il y a des différences aussi. Mais alors, toi, la différence que tu notes? Les lunettes. Les slips aussi, les slips. Les slips. Bon, c'est des chercheurs aussi, mais... À quel moment vous avez cru que je vous posais une question là? Qui peut nous contredire? C'est vrai que la confiance qu'ils ont, Mais c'est phénoménal. vous êtes fada. Mais t'as déjà vu une girafe avec un slip? Non. Mehdi. Même avec des lunettes. On est prêt à travailler avec toi, Mehdi. Non, Ouais. alors ta question, elle était vraiment pour Même toi. avec un boxeur, ça existe. Oh putain. Donc il n'y a pas, Je pense que je peux pas aller plus loin que Non, ça. Meilleure Si, il y a les réponse. chaussettes aussi. Et qu'est-ce qui te passionne là-dedans, dans les dynamiques des foules, des groupes? Est-ce que l'individu, tu t'es dit, c'est pas suffisant, c'est trop limité, je vais m'intéresser aux interactions entre les individus? Non, j'ai tout de suite commencé avec les interactions entre les individus. D'ailleurs, au tout début, si je suis arrivé là, c'est vraiment parce que je voulais faire de la science et le sujet en soi m'intéressait pas nécessairement. J'avais pas une vocation, une passion pour les piétons. Ça serait un peu bizarre. Pourquoi Passion pas, des piétons, quoi. J'avais pas ça. Et je voulais juste devenir chercheur. Donc j'ai pris le doctorat qu'on me proposait. On m'a dit, tiens, il y a ça qui est dispo. J'ai dit, ok, go. Et au tout début, c'est souvent le cas des débutants, au début, je trouvais que c'était un sujet un peu superficiel. Je me suis dit, ok, les déplacements des piétons, on va vite faire le tour et puis ce sera terminé. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus riche. C'est un truc typique de la personne qui connaît pas, qui voit juste le côté superficiel, et puis quand tu approfondis, tu te rends compte que en fait il y a de la profondeur. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que oui, les comportements collectifs sont super, et il y a toujours des choses qui apparaissent à l'échelle du groupe, et en fait tu t'y attends pas quand tu regardes juste les gens qui interagissent. Il y a ces deux niveaux d'observation, on appelle ça un phénomène émergent, donc c'est un phénomène qui apparaît à l'échelle du groupe sans que les individus l'aient vraiment voulu. Comme un embouteillage, par exemple, tu veux dire? Comme un embouteillage, exactement. Alors l'embouteillage, ça peut être un comportement collectif émergent qui est néfaste. On n'en veut pas de l'embouteillage, mais effectivement, il apparaît. Personne ne veut être embouteillé, mais ça apparaît quand même. Il y a d'autres comportements collectifs qui sont qualifiés d'intelligents. Les piétons, par exemple, dans la rue, quand vont s'organiser en formant des sortes d'autoroutes de piétons. Ça, c'est un truc qu'on a parfois vu. Quand tu marches dans la rue, il y a deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé. Normalement, si les gens étaient juste des petits cailloux qu'on envoyait face à face, ça ferait un gros bouchon. Mais en fait, tu te rends compte que les piétons, ils vont se structurer. Puis tous ceux qui marchent dans le même sens, ils occupent la moitié de l'espace disponible. Ceux qui marchent dans le sens opposé, l'autre moitié. Ça s'organise tout seul, quoi. Ça s'auto-organise, exactement. Les flux se séparent et ça augmente la qualité du trafic piéton. Et personne ne le veut. Et la plupart des gens s'en rendent même pas compte. Et pourtant, c'est un phénomène qui émerge à l'échelle du groupe. Ouais, Juliette. Tu étais en train de dire que tu étais. En fait, tu as eu une formation que tu as voulu d'ingénieur informatique. Et puis, il y a eu un moment, tu t'es dit, je t'ai entendu le dire dans un podcast, non, mais moi, ça va pas le faire. Je veux créer du savoir. Si, je t'ai entendu. Ah oui. non, mais dans le sens où je t'ai dit que tu voulais raccrocher les wagons avec la science. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu bascules? Parce que ça t'a coûté quand même un petit retard dans tes études. Il a fallu faire un... C'est vrai, ça a coûté un petit retard dans les études. En fait, ce qui fait que je bascule, c'est le premier moment de ma vie où je me demande vraiment ce que j'ai envie de faire comme métier. Et t'avais quel âge? 44 ans. 22. Un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand tu finis le lycée et que tu sais pas trop ce que tu veux faire comme métier, on te dit, t'as des bonnes notes en sciences, tu vas faire ingénieur.
Et même si tu sais pas vraiment, ça reste quand même une voie ok parce que ça ouvre encore des perspectives. Donc en fait, j'ai continué. On est au début des années 2000. On m'a dit ouais, ingénieur en quoi? Je dis informatique, puisque tu sais, début des années 2000, c'est prometteur. Donc go, ingénieur informatique. Et en fait, je réfléchis pas vraiment à ce que j'ai envie de faire dans ma vie à ce moment-là. J'ai plus envie de faire la fête avec les copains, quoi. Et c'est seulement quand j'arrive à la fin du diplôme d'ingé où on me dit maintenant tu vas sur le marché du travail. Où je dis mais en fait j'ai pas trop envie d'être ingénieur informaticien en fait. Bien joué. On dirait tu boudes d'un coup. Ouais, non, en fait, non. Et donc, il a fallu que tu aies un stage où tu te retrouves avec des scientifiques. Ouais, et du coup, on m'a dit tu veux faire quoi alors? J'ai pensé à mon stage de fin d'études et mon stage de fin d'études c'était un voyage au Canada de 6 mois que j'ai fait parce que je voulais être avec des copains, donc on était en coloc à Montréal. Que des bonnes raisons. C'était l'unique objectif de ce stage, c'est d'être avec mes amis en coloc à Montréal. Et en fait, à ma plus grande surprise, le sujet du stage m'a titillé un petit peu les neurones. C'était un stage en laboratoire où on étudiait. Alors, tu sais ce que j'étudiais en stage? J'étudiais la topologie des villes, mais des villes auto-organisées. Par exemple, des bidonvilles ou des médinas traditionnels ou ce genre de choses. Donc des villes qui n'ont pas d'architecte central qui a décidé on va mettre une rue ici, une rue là. C'est des villes qui se construisent juste avec chaque personne qui ajoute un bloc en disant moi je vais mettre mon épicerie ici, puis un autre qui ajoute un bloc en disant je vais mettre ma maison là et tout. En fait, c'est des villes qui sont auto-organisées et j'ai étudié la structure de ces villes qui est très différente de New York ou de Paris, par exemple, qui sont déterminées à l'avance, tu vois. Et est-ce que c'est plus bordélique ou est-ce que ça... C'est bordélique, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que quand tu étudies la structure de ces villes, tu trouves des signatures statistiques qui sont les mêmes que dans une fourmilière, par exemple. Ah ouais. Parce que la fourmilière aussi, elle a à peu près le même type de construction, de mécanisme de construction. Et il n'y a pas une fourmi architecte qui a un plan, exactement, il n'y a pas de fourmi architecte. C'est chaque fourmi qui dit, je vais mettre un pilier ici, puis on verra bien, puis l'autre qui s'adapte, etc. Et en fait, c'est ça qui est... et c'est la première fois que ça m'a un petit peu, tu vois, attisé ma curiosité intellectuelle. Et je me suis dit, c'est chouette ça, je ferais bien ça. Et 6 mois plus tard, quand on me dit, tu veux faire quoi alors dans ta vie? Je dis, en fait, j'aimerais bien faire ce que j'ai fait en stage, c'était chouette. Mais alors du coup, attends, mais je rebondis, c'est quoi l'intérêt d'avoir un architecte? Désolé pour les architectes qui nous écoutent, mais je crois que vous servez A-t-on besoin d'un chef? Et voilà, on en revient à ton sujet de livre. Après, il y a la reine des fourmis. Et oui, mais alors parlons de la reine des fourmis. Tu vas voir la reine des fourmis, pas du Tu vas tout. voir, alors là, tu vas voir. Calme-toi, Mehdi, tu peux lui répondre sur la reine des fourmis. La reine des fourmis ne commande personne. Alors La reine des fourmis, c'est C'est une théorie. Hein, c'est pas... Chacun ses théories. Ouais. Pour moi, elle commande, mais... Non, elle fait que pondre dans son coin. La reine des fourmis, c'est une pondeuse, c'est une oui. maman. Et en fait, on l'a appelée reine parce qu'elle est un peu plus grosse, elle est au milieu, elle est protégée. Et du coup, dans les années, je sais pas combien, là, quand ça a été nommé pour la première fois, les premiers chercheurs, ils ont dit, oh regarde, elle est plus grosse, ça doit être la reine. Donc c'est une forme d'anthropomorphisme. On l'appelle reine parce qu'elle est grosse et protégée. On se dit, à tous les coups, ça doit être la reine. C'est la chef, quoi. C'est un raccourci hyper bizarre, quoi. Elle a une couronne? Non, même pas. Mais c'est vrai qu'elle fait pas grand chose de ses journées à part répondre. C'est pas elle qui énormément commande. Rien du tout. T'as déjà accouché? Et en fait, il y a personne qui commande. Non, il y a personne qui commande. Il y a pas de hiérarchie dans une fourmilière. Eh ben ça, on va y revenir. Parce qu'on reste ensemble jusqu'à 20h10. On va continuer à parler de l'intelligence collective, de la foule. Brassens chantait qu'à plus de 4, on est une bande de cons. Est-ce qu'on va écouter Brassens ou est-ce qu'on va écouter une bande de cons, Juliette? C'est un petit peu gênant ce que tu me demandes, Guillaume, parce qu'on va écouter un groupe. Ah voilà, C'est un groupe qui s'appelle PM et c'est son titre de 2000, tout à fait pertinent avec notre invité, puisqu'il s'intitule Les Petits Chefs. Vous savez, le concept du petit chef, ce grand fou frustré qui voudrait que le monde soit à ses pieds. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invité, le chercheur en sciences cognitives, Mehdi Moussaïd. Elle travaille sur la corrélation entre ces chroniques et la baisse du taux de testostérone chez les autoproclamés mâles alpha. Florence Mendez est avec nous. Alors, Julie Conti a démissionné de France Inter après une blague qui n'a pas plu à Sophia Aram. Bon, en même temps, quand on écoute une chronique de Sophia Aram, on se rend compte que les blagues, c'est pas vraiment son truc. Julie l'a traité d'islamophobe et Sophia a riposté. Une riposte un peu disproportionnée. Quand même, Julie, elle vient d'arriver dans le game, alors que Sophia, c'est un gros poisson, mais pas n'importe quel poisson, un saumon. Parce qu'à la base, il y a un sens de l'humour, mais elle est toujours à contre-courant. Alors... Au lieu de répondre directement à Julie, Sophia Aram a écrit une lettre dans Le Point adressée à Nagui.
Niveau courage, on est pas mal. Ne pas parler à la personne concernée, mais directement au supérieur. Moi, j'ai jamais appelé la mère de mon ex pour lui dire que son fils était éjaculateur précoce. Alors, quelque part, Sophia Aram, c'est une sorte de corbeau. Je dis bien une sorte, parce que contrairement aux vrais corbeaux, elle vole pas très haut. Elle accuse Julie de lui avoir mis une cible dans le dos en la traitant d'islamophobe. Alors Sophia, désolée, mais on n'avait pas attendu Julie pour s'en rendre compte. Hein. Ton islamophobie, elle tient en 3 lettres, L, B et D, parce qu'elle crève les yeux. Et là, elle vient... Et là, maintenant, elle vient pleurnicher. Je te jure, Nagui, je suis pas islamophobe. On dirait Jonathan Daval en pleurs à l'hommage pour sa femme. Alors... Dans sa réponse, elle parle de haine et de violence. C'est quand même la guillotine qui se fout du coupe-ongle. Hein. La meuf qui parle du génocide à Gaza en mettant des guillemets. Mais quelle raclure, Sophia Aram, quand elle allaitait, elle tirait son lait avec un aspi-venin. Et Nagui dans tout ça, Nagui. Alors, il n'a pas fermé sa bouche, non, il l'a ouverte pour présenter des excuses à Sophia Aram et dire qu'il cautionnait pas la blague de sa chroniqueuse. Le mec, il protège moins bien qu'un préservatif en laine. tu le prends comme avocat, sa première phrase au tribunal, c'est « Je suis pas avec lui, monsieur le juge, je vous jure, je le connais pas ». Nagui, il est encore plus lâche que l'élastique d'un vieux slip de Gérard Depardieu. Il a même ajouté « Si une blessure a été commise ». Mais franchement, si t'es blessé, Sophia, prends un arrêt maladie, c'est à nous que ça fera des vacances. Et le meilleur, Nagui affirme qu'il laisse une totale liberté aux humoristes. Quelqu'un a du Gaviscon, c'est pour les remontées acides de Pierre-Emmanuel Barré. Je vous rappelle que j'ai été virée de la bande originale. Je peux vous jurer que toutes les chroniques étaient relues et corrigées, contrairement à ce qu'a dit Laurence Bloch sous serment. Au final, Sophia Aram a réussi son coup. Julie Conti est partie. Alors autant Aram, elle est pas très drôle comme humoriste, autant en DRH, elle est redoutable pour un plan social. Alors c'est peut-être mieux. J'ai entendu les techniciens de Taratata parler de Nagui. On pourrait dire que Nagui traite ses collaborateurs comme des chiens, mais c'est faux. Il adore les animaux. Jamais il traiterait des chiens aussi mal. Il faut quand même lui reconnaître une qualité, la cohérence entre les chroniqueurs sur les fauteuils de la bande originale et le Téléthon. Son truc, c'est les gens qui en bavent. Oui, elle est validiste, pardon. Et puis... N'applaudissez pas, j'ai honte. Et puis Julie, elle a fait une vidéo drôle pour expliquer son départ en appelant Sophia son Voldemort. Alors là, je suis désolée, Julie, je peux pas valider parce qu'il y a une différence. Les fidèles de Voldemort, c'est les mange-morts. Ceux de Sophia Aram, c'est les mange-merdes. Alors, Sophia Aram, elle traite tout le monde d'antisémite, même quand c'est faux, mais elle s'offusque qu'on la traite d'islamophobe. C'est vraiment le gars qui pète dans un ascenseur et qui dit « Ah, dis donc, ça pue ici hein. !» Allez, je termine. Nagui et Sophia Aram sont sur un bateau. Le bateau coule. Le bateau s'appelle France Inter. Merci beaucoup. Florence Mendez, en spectacle du 19 au 21 avril à Marseille, le 12 mai à Nantes, 28 mai et 26 juin à Paname. Merci Florence. Merci beaucoup. On est toujours avec notre invité, Mehdi Moussaïd. Merci pour ces histoires humaines, mais on parlait des fourmis juste avant avec Mehdi et de leur sens de l'organisation tout à fait intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mehdi, ce que c'est que la stigmergie? Ah, tu sais pas ce que c'est? Ouais. Ou alors je demande à Florence directement, si tu préfères. Voilà. C'est un mode d'organisation collectif pour, entre autres, construire des choses ou se diviser le travail. Donc en fait, l'idée qu'on a, nous, nous humains, quand on fait des choses ensemble, c'est qu'en général, il va y avoir une forme de hiérarchie. C'est ce qu'on voit tout le temps quand on organise des expériences. Moi, j'en fais plein des expériences au labo. Je prends des groupes de gens, je les mets face à un problème, je leur dis débrouillez-vous et puis on regarde comment ils s'organisent. En général, ça se verticalise un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui va dire bon, allez, on doit faire ça, donc je te conseille, toi, tu prends cet objet, tu fais ceci. C'est souvent le cas. C'est vrai, ouais, ça se vérifie, ça, ouais. Un homme, en tout cas, c'est souvent plus souvent un homme qu'une femme. Et il y a des choses, ça se centralise un petit peu. Okay, donc en fait, c'est un mode d'organisation qui marche pas mal aussi, mais qui est basé sur la centralité. Donc il y a des instructions qui vont arriver d'une personne, qui vont être passées d'une personne à une autre, etc. Bon, les fourmis, elles font pas ça. Elles fonctionnent de manière complètement horizontale et elles s'organisent d'une autre façon, donc on appelle la stigmergie. C'est cette idée que en fait, chaque individu, chaque membre du groupe va faire ce que bon lui semble en fonction de ce qu'il reste à faire. Okay, donc, tu as une fourmi ils sont en train de construire un nid, par exemple. Tu as une fourmi qui se dit « Ah bah tiens, là, il manque un bout sur ce pilier, bah, je m'en occupe. » Et puis, elle va chercher une petite boulette de terre et puis elle met le petit bout qui manque.
Puis il y en a une autre qui voit le pilier, elle se dit bah tiens, je vais en construire un deuxième à côté, comme ça on pourra faire un plafond. Puis elle commence. Et en fait, chaque individu se dit, ce qui reste C'est un un lit truc à baldaquin faire. là que t'es en train de décrire. Ouais, c'est dingue, ouais. Et en fait, si tu te laisses guider par ce qui reste à faire, et ben en fait le truc il avance et la construction elle prend forme et elle finit par aboutir. Il y a des différences cependant. La première, c'est que si t'as pas envie de bosser, tu bosses pas, par exemple. Il y a plein de fourmis qui ont pas envie. Enfin, on sait pas si c'est une envie ou autre chose, mais on les observe qui font rien. C'est pas grave. Alors attends. Précision. Ouais. Est-ce qu'elles font rien, genre elles sont immobiles, elles regardent dans le vide? Ou Défoncé, elles quoi. font rien et on sent qu'elles sont bien, genre elles font des siestes. Alors Ou on sait pas, probablement. on n'a Mais il pas faut d'abord accès. construire le lit, quoi. Non mais Ce sont des tout petits spritz. On n'a pas accès à l'état interne de la fourmi. Non, Par contre, mais- tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle déambule de manière non constructive. c'est génial. On dirait le CV d'Emeric. J'imagine des tout petits hamacs comme ça. Mais non, mais ce qui est Non, mais génial, par c'est que c'est exemple, complètement OK Bah oui. dans la société des fourmis. Mais ça, on sait pas. C'est complètement OK parce que. Personne les tue, Émeric, Ouais. donc c'est que c'est ok. C'est complètement OK parce que d'une part, il y a pas besoin parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire des trucs. Alors, elles pourraient venir pour réduire un petit peu la charge de travail des autres. Le font pas, mais de toute façon, les fourmis, elles se jugent pas les unes les autres. Elles vont pas dire j'ai tout fait, t'as rien fichu, etc. Il y a une forme de. conseil. C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, quand tu observes, en général, il y a environ un tiers de la fourmilière qui fait à peu près rien. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais, C'est C'est beaucoup, comme ouais. dans l'émission. Mais attends, c'est ma question. Attends, on est d'après, quatre, quoi. c'est pas possible. Est-ce que c'est reproductible Je t'ai entendu parler dans un podcast de l'idée de la coloc. Oui. Où parfois il y a de la vaisselle dans l'évier et qui va faire la vaisselle. Parfois il y a pas de chef dans une coloc. C'est ça, en fait, la stigmergie, on l'adopte parfois sans savoir que ça s'appelle comme ça. Alors déjà, il y a l'exemple le plus connu, c'est Le patriarcat. On peut le laisser parler? Joli. oui. C'est un personnage. Mehdi, pardon. Alors l'exemple le plus connu, Ouais. Le patriarcat. Non. c'est Wikipédia. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est en cours de construction, c'est un article encyclopédique, et puis si tu as juste envie d'en profiter, tu peux juste le lire et puis partir. Mais des fois, tu tombes sur un truc à faire, par exemple, tu notes une faute d'orthographe, ou qu'il manque une photo, ou qu'il manque un petit bout, tu prends l'initiative si tu as envie de le faire, donc double-clic, et puis je fais mon petit changement, et j'y vais. C'est des fourmis Et en qui font fait- Wikipédia. Et en fait, l'article avance comme ça, juste avec en fonction de ce qui reste à faire. Donc c'est de la pure stigmergie. Dans la vie quotidienne, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près aussi. Donc si tu as un groupe d'amis qui se retrouvent dans une grande maison, il y a plein de trucs à faire. Il n'y a pas, parfois si, mais généralement il n'y a pas un membre du groupe qui va dire bon allez les gars, on s'organise comme ça, toi tu vas faire les courses, toi tu fais la vaisselle, toi tu fais le repas, etc. Ce serait un peu déplacé en une maison de vacances. Ce qui se passe en général, c'est que si tu as envie, tu prends l'initiative de faire un truc que tu as noté qu'il faut faire. Et puis si tout le monde fait ça, finalement ça va s'organiser correctement. S'équilibre, ouais. Et Juliette. est-ce que ça dépend pas un peu du contexte? C'est-à-dire là, tu parles de la colocation ou de la maison de vacances, donc qui sont normalement des contextes plutôt heureux, où les gens ils sont peut-être disposés à faire plus d'efforts aussi pour laisser les gens être à leur rythme. Mais si tout à coup la situation se tend, est-ce qu'on peut continuer à faire la stigmergie? En théorie, oui, mais dans les groupes humains, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Au contraire, s'il commence à y avoir une urgence, il va plutôt y avoir une forme de centralisation qui va apparaître, un peu comme nos participants qu'on met face à un problème. Et eux, tout de suite, ils sont en situation un peu plus stressante parce qu'on les observe, etc. Ouais. Donc il y en a un qui prend les choses en main et puis ça se centralise immédiatement. Et- Les fourmis, en cas d'urgence, elles continuent à fonctionner pareil. Ah ouais? Et est-ce qu'il y a, c'était un peu ma question d'après, mais est-ce qu'il y a aussi une question d'échelle? Par exemple, là, on parle d'une coloc ou d'une maison de vacances, donc on parle pas non plus d'un pays, par exemple. Est-ce que est-ce que c'est possible à l'échelle, est-ce que possible à l'échelle même d'une ville ou d'un... En théorie, oui, mais je pense que ça va pas fonctionner. Comme je te dis, une des différences entre les humains et les fourmis, du coup, c'est que nous, on est très regardants sur ce que font les autres. Ouais. Et du coup, si j'ai l'impression d'en avoir fait un peu plus que quelqu'un d'autre, je vais me fâcher, puis je vais aller voir cette personne, je vais commencer à faire... Ça va créer des tensions, il y a un truc qui va pas fonctionner, parce qu'on regarde trop ce que font les autres. Ouais. Et il y a une idée aussi que j'aime bien et que j'ai apprise en lisant ton livre. Je rappelle, a-t-on besoin d'un chef? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question que pose le livre. C'est l'idée aussi que dans un groupe, les erreurs des uns non pas se cumulent, mais en fait se corrigent les unes les autres.
Exemple, je t'ai découvert sur ta chaîne YouTube Fouloscopie avec la vidéo Pourquoi une foule chante juste. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, d'abord, une foule chante juste, Voilà. effectivement. Et même une foule qui est composée de gens qui chantent faux chantera juste. Ça, c'est les enfoirés, je crois. Il y a des expériences grandeur nature. Ouais. Sauf que c'est de loin. De loin, oui, absolument. De Ah loin. oui, il ne faut pas être à l'intérieur Et de la foule. Ouais. si tu, par exemple, la Marseillaise au Stade de France pendant un match de foot, Ouais. de loin, c'est émouvant, et puis Ouais. c'est beau, etc. Et puis des fois, tu as la caméra qui approche un peu sur un gars, Ah oui. qui dit, ah non, pas lui. Ouais. Pas lui, et puis après, ça sur un autre, ah non, lui non plus, puis sur un non, lui non plus. Mais en fait, quand il y a plein de gens qui chantent un peu faux, un peu quand même, Ouais. un peu faux, bah, en fait, en prenant du recul, ça commence à sonner juste. Donc c'est parce qu'il y a des gens qui chantent faux mais trop et faux trop bas et que ça se cumule, ou alors parce que c'est une hallucination auditive? Ou les deux. Il y a les deux. Ouais, les deux, ouais. Ouais, les deux, exactement. Donc, toi, d'une part, quand tu entends le morceau et que tu connais déjà, bah, en fait, ton cerveau, il va autocorriger de loin parce qu'il y a des fréquences qui se mélangent et donc il va un peu garder celle Ouais. qu'il a envie d'entendre. C'est inconscient, tu t'en rends pas compte. Et d'une part, et puis d'autre part, il y a cet effet de compensation des erreurs qui, lui, est beaucoup plus connu. Lui, il est connu depuis le début du XXe siècle. C'est un effet qu'on appelle la sagesse des foules, où effectivement, quand il y a plein de gens qui, disons, essayent d'estimer une grandeur, ils sont tous un peu à côté. Mais en fait, ils sont un peu à côté statistiquement du fait ce qu'elle va faire qu'ils vont se compenser. Les gens qui sont un peu au-dessus, un peu en dessous, tout le monde va se compenser, si bien que quand tu prends la moyenne, tu tombes à peu près juste. C'est une la toute première expérience d'intelligence collective, ça, qui date de 1906. Eh bien, si tu veux bien, on en reparlera dans un Ok. tout petit moment. On va faire une petite pause. Comment influencer les masses? On a une séquence entièrement dédiée à ça, mise en pratique immédiate. Ça s'appelle la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Florence Mendes qui est restée avec nous et notre invité, le chercheur en sciences cognitives Mehdi Moussaïd. On va parler du rôle de la peur, notamment dans la mise en mouvement des foules. Et force est de constater que c'est très efficace. Et moi, ça tombe bien, les paniques, j'adore ça. La France a peur. La France a peur, mais alors attention, aujourd'hui je tiens à vous rassurer, chronique un petit peu particulière, une fois n'est pas coutume, ça va bien se passer, comme dirait le poète. Parce que non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accusations ces derniers temps, comme quoi les médias Bolloré seraient fascistes, totalitaristes. Je prends ma part, j'ai pu participer à ça, oui. Mais non, mais alors attendez, je tiens à dire que non, ça s'arrange, voilà. J'en veux pour preuve Michel Onfray, voilà, vous l'avez certainement entendu, mais oui. Mais Michel Onfray, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est insurgé contre l'autoritarisme du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui ne semble pas avoir le sens de l'intérêt général. Mais là, il me dit non, moi j'ai le sens de l'intérêt particulier, pas du tout du bien public, et je vais virer, me séparer de gens, mais on n'est pas dans une tribu primitive, comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide, et qui dit c'est moi qui décide. Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Oula, attention Michel, attention. Attention Michel, parce que là, c'est ta voix intérieure qui parle, hein, Michel. Là, tu n'es pas dans ta salle de bain, hein, Michel, là, attention. Tu n'es pas à un dîner de l'Action française, Michel, si tu m'écoutes. Bon, alors, non, en plus, là, c'est raté. Je vous rappelle que l'idée aujourd'hui, c'est de rassurer ceux qui nous écoutent à propos des médias Bolloré. Alors, on peut parler du maire LFI de la Courneuve, Ali Diouara. Une ville, un peuple, un maire. Voilà ce qu'il a tweeté au moment de prendre ses fonctions. Et évidemment, beaucoup m'ont souligné que c'était une référence à un pays, un Reich, un Führer, la devise d'Hitler. Oula, alors voilà. Alors ça c'est intéressant. Ali Diouara est certainement un nazi. Mais c'est sûr, ça correspond à l'idée qu'on se fait d'un SS. Une personne noire de gauche et qui s'appelle Oriot, la race aryenne, très clairement. Donc vous voyez, CNews là, CNews premier sur l'antifascisme, tu vois, je vous avais pas menti. Sur l'antiracisme aussi, ça parle du Maroc chez Pascal Praud. Vous êtes très attendu. À Marrakech. On espère vous voir un jour. Et pourquoi vous voulez aller à Marrakech? Parce qu'on vous regarde. Ah bah, et alors on salue nos amis. Ah, il y a beaucoup une colonie française très importante. Une communauté. Oui, oui. Et oui, parce que oui, c'est pas le même mot, hein. C'est les, oui, c'est vrai, c'est les vieux réflexes qui reviennent parfois. Non, faut faire attention aujourd'hui à ce qu'on dit avec les woke et tout le bordel là. Allez, on salue le Maroc. Couscous, coucou. Ah, c'est dur de pas être raciste. Allez, on n'est pas raciste sur CNews toujours. Moi, je n'ai aucun problème. Et de ma famille, j'ai toute la galaxie des couleurs. Hein. Vraiment, des nièces très noires et des neveux très blancs. Voilà, bah ça c'est une bonne preuve. Alors attention, je dirais attention aux neveux quand même. Très blanc, c'est pas une couleur. Hein.
Un bidet, oui, mais pas un être humain. Enfin, là, il y a un manque de vitamine A, certainement. Mais bravo pour cet antiracisme. Il débute, donc il faut être un petit peu encourageant. Allez, on conclut toujours dans l'antiracisme. Quand je vais dans certains endroits en France, je ne reconnais plus ces endroits. J'ai travaillé à France 3 Orléans en 1976, 50 ans. Donc, j'ai l'image de la France. Il y a 50 ans, j'étais plongée dans un bain de photos. Mais cette France-là, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Et on va me dire que je suis raciste? Mais venez me dire que je suis raciste. Ouais, on va venir. Ouais, là, j'allais pour te défendre, mais c'est dommage. C'est dommage, des fois, on fait pas exprès, on fait les efforts, mais on fait pas exprès, quoi. C'est comme les gens de droite, ils pensent qu'ils sont de droite, puis ils vont chez le médecin, ils sortent la carte vitale, paf, ils deviennent de gauche. Donc voilà, restons vigilants, encourageons les petits gestes, bonne opération, tendons la main au bras tendu à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Guillaume, non, c'est un bel effort. C'était un bel effort. J'ai essayé. Très clairement. Donc on est toujours sur Nova avec notre invité Mehdi Moussaïd, qui est chercheur en sciences cognitives et pas cognitives, ce que évidemment j'allais m'empresser de dire. Je crois qu'on peut dire les deux d'ailleurs, non? J'ai entendu les deux. Je ne sais pas. Moi-même, tu sais pas comment on dit ton métier. Mais qu'est-ce que tu es agressif, Juju? Oui, là c'était agressif. Là c'était agressif. Là, souvent j'hésite aussi. Alors, justement, je pense que c'est un effet de la ménopause. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un vrai débat là? Alors attendez, je vais taper Aymeric et puis on va continuer. Métis, on avait une question à te poser avec Guillaume, qui est la seule personne qui prépare cette émission. Dans ton domaine de recherche, il y a un type qui est très important et qui n'avait pas que des opinions super sympathiques, qui s'appelle Francis Galton. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est cette personne? Oui, il est pas très effectivement, il a pas que des opinions très sympas, mais ça reste quand même, c'est ça qui est chouette, c'est que ça reste un chercheur qui est super rigoureux, et c'est pour mais ça derrière il a des l'artiste. valeurs horribles. Ouais. Et cette contradiction là, je la trouve assez fascinante, quoi. Et donc en fait, c'est le père de l'eugénisme. Donc ça c'est le côté pas cool, pas ouf. Ouais. C'est quoi l'eugénisme? Alors bonne question. C'est l'idée qu'en fait, si on veut créer une espèce humaine qui est la meilleure possible dans longtemps, en fait, on va sélectionner les gens aujourd'hui, on va prendre ceux qui sont grands, beaux et intelligents, et ils vont faire plein de bébés. Voilà. Et ceux qui sont pas grands, pas beaux et pas intelligents, on va pas les laisser faire des bébés. À Lille. En fait, l'eugénisme. Oui. En fait, l'eugénisme, si tes parents t'avaient fait exprès, ils auraient pas fait toi. Voilà, ça on a compris l'eugénisme. Et alors, ce bon vieux Francis, il était par contre, et lui donc dans cette quête de l'eugénisme, c'est un vrai chercheur, donc il veut faire les choses bien rigoureusement pour arriver à ça. Et donc il a besoin de mesurer comment sont les gens, il a besoin de mesurer si les gens sont grands, donc c'est facile, beaux, il va évaluer lui-même à la main la beauté des gens. Et c'est vrai, il fait ça, il y a des publications de Francis Galton où il met des notes aux femmes principalement. Un mascu, quoi. C'est non, mais avec une base scientifique quand même, je sais pas, avec des chiffres en disant si les yeux sont écartés. Tout ça c'est scientifique. Je crois non, mais il y a des gens qui l'ont fait. Il faut qu'on précise un truc quand même, on est en 1906. Hein. Juste parce qu'on n'a pas dit la date, donc faut pas que les gens pensent que c'était il y a 10 ans. C'était quand même il y a. Ou que ça sera notre prochain invité. C'est pas la DA de l'émission. Et à un moment, il est bloqué parce qu'il se dit, je dois mesurer l'intelligence des gens. Comment je fais? Donc là, il invente toute une nouvelle discipline qui s'appelle la psychométrie, qui est encore utilisée aujourd'hui. Donc c'est la science de mesurer des choses qui sont cognitives, donc qu'on peut pas vraiment mesurer. Et il veut aussi mesurer l'intelligence des masses. Et donc lui, il est persuadé que les masses, c'est bête. Et donc, il fait cette fameuse expérience qui est la première expérience finalement d'intelligence collective, parce qu'il va trouver un résultat qui va lui déplaire. Il va dans une foire agricole, il demande à tous les passants d'évaluer le poids d'un bœuf, en se disant, il écrit d'ailleurs dans sa publication, et s'ils ne sont pas capables d'évaluer le poids d'un bœuf, comment pourraient-ils choisir un président? Donc, c'est un aristocrate, il veut absolument pas que les gens aient leur mot à dire dans le pays. Et il collecte comme ça plusieurs centaines d'estimations et il voit que les gens disent n'importe quoi, c'est vrai. Si on regarde les estimations individuelles, les gens sont complètement faux. Il y en a qui disent 50 kilos, d'autres 5000 kilos, etc. Mais il se rend compte, à sa grande surprise, que si on prend la valeur au milieu, là, la valeur médiane, en fait, ça tombe pile sur le poids du bœuf. Et ça l'embête un peu. Et on voit d'ailleurs dans ses écrits de 1906 là qu'il est un petit peu, il dit oui, bon, peut-être que c'est une coïncidence, cette découverte est à valider plus tard, etc., etc. Mais en fait, il vient de découvrir le fait de la sagesse des foules, donc celui dont on parlait avant avec les foules qui chantent juste, qui est un effet statistique avéré en fait, c'est que quand on demande à plein de monde d'évaluer un truc ou de
de chanter ou autre, et ben en fait les erreurs sont compensées et collectivement on fait mieux que le meilleur membre du groupe. Et ça marche systématiquement pour tous les sujets? Non, il y a des choses où ça va moins bien marcher. Par exemple, les collectifs ont beaucoup de mal avec les grandes échelles de grandeur. Par exemple, si tu demandes combien il y a de planètes, d'étoiles dans le système, dans la galaxie, ça va commencer à devenir difficile parce que les gens vont vraiment mélanger les échelles de grandeur. Là, il va manquer des zéros et la moyenne, ça marche plus trop bien. Et puis, ça marche pas quand il y a des influences. Alors, c'est terrible. Donc, c'est pour ça que c'est très dur de faire l'expérience. S'il y a quelqu'un à côté du bœuf qui dit, à mon avis, c'est ça fausse tout le... exactement. C'est pour ça, à chaque fois que je veux faire une démonstration, moi, quand j'ai un public ou même juste des amis, je dis, bon, alors, on va estimer la hauteur de la tour Eiffel. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui dit, 200 mètres. Et là, c'est fini en fait. C'est foutu. Le premier qui a parlé. Ça fait un ancrage et tout le monde va commencer à s'ancrer sur le 200 mètres et puis le fait statistique, il est gâché. Mais alors, donc, pour avoir un résultat statistique qui soit plus juste, il faut dire aux gens maintenant, fermez-la, sachez bien faire. Et chacun l'écrit sur un petit bout de papier et après, toi, tu regardes les résultats et tu calcules la médiane. C'est ça. Ok. C'est magique, un peu, on dirait, mais c'est purement mathématique. Et alors, j'ai appris un truc encore plus fou en te lisant. On peut même prévoir. Enfin, bon, j'exagère un peu, l'avenir. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de futurologie si on demande à une foule. Ouais. Exactement. Alors, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que là, on est en début des années 2000. On a compris qu'il y avait cet effet statistique, là, la sagesse des foules, les trucs. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut demander d'utile aux gens à évaluer autre que le poids d'un bœuf ou la hauteur de la tour Eiffel, parce que c'est pas non plus super important de... c'est parce qu'on les connaît. On connaît exactement. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais en fait, si on leur demandait d'estimer la probabilité pour que quelque chose se produise dans le futur. Donc, c'est un chiffre en pourcentage, par exemple, entre 0 et 100. On dit, à votre avis, si je prends n'importe quel exemple, l'équipe de France va gagner la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez mettre un chiffre sur les chances que ça se produise? Et puis il y a des gens qui disent, je sais pas, 90%, d'autres qui disent 20%. Tu fais la moyenne et tu obtiens une valeur qui est en fait tout à fait juste. Alors c'est dur de savoir qu'elle est juste. Parce que si tu dis la valeur collective c'est 80% et que ça se produit pas, est-ce que c'était juste ou faux? On peut pas savoir parce qu'on n'a qu'une seule observation. En fait, il faut le faire avec plein d'événements. Et pour tous les événements où le collectif a dit 80%, en fait, ça s'est produit 8 fois sur 10. Donc, c'était une estimation qui était très précise. Donc, on peut comme ça prédire les probabilités que des choses se produisent dans le futur. Passionnant, passionnant. Quelle probabilité il existait pour que Aymeric Lomprey... Ah oui, voilà, c'est pour ça. Je dis ton nom assez tôt pour que ça te réveille, pour que mon lancement te permette de t'étirer. Même que je l'écrive, la chronique. Et voilà, il est temps de t'y mettre. Tu parlais d'observation, Mehdi, lui, toutes les semaines, il observe et il découvre des choses absolument incroyables qui nous ont échappé, qui ont même échappé à Wikipédia. Voici ce que vous ne savez pas sur l'invité, que même l'invité ne sait pas sur lui-même, par donc Aymeric Lomprey et son fameux jingle. Aymeric, est-ce un AVC? Est-ce une chronique? Et le bisou, comme toutes les semaines, car c'est de l'amour aussi. Alors, c'est de pire en pire. Aymeric. Parce que Mehdi m'a dit en loge, tu fais pas de portrait aujourd'hui? Eh ben si, allez. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, quelque chose de fou, quelque chose d'incroyable. Mais non. Attends. Ah oui, t'as pas dit. Puisque Mehdi est la seule personne au monde à aimer les pains surprises. Ah ouais. Ça c'est vrai en plus, Il confirme. Si j'étais une fourmi, je serais vraiment cool, moi. Alors, Et oui. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un pain surprise? Vous voyez les gens, Mehdi, les gens ils sont là. Autant lécher les aisselles de Gérard Larcher. Mais on n'est pas là pour juger. Ici, c'est une émission bienveillante. On accueille tout le monde, du moment que vous êtes d'accord avec nous et de gauche. Alors, le pain surprise, pour les vénards qui connaissent pas, c'est plein de petits sandwichs garnis, mis les uns sur les autres, et le tout dans un grand pain vide rond. Et après on l'ouvre comme ça. Et bon courage. Alors, si vous voyez ça, un apéro, fuyez. Sûrement, il y aura des tapis au mur, du kir, et des gens qui disent, non, de toute façon, en France, on peut plus investir. Au saumon. Oui, parce que c'est ça, Mehdi, c'est ça. Mehdi, ouais. Mehdi. Oui, bon, c'est un moment difficile à passer, Mehdi, mais après, ça va aller. Bon, c'est pas... Non, pardon. Ça met pas en confiance, ça. Fourmi, chef fourmi. Non, parce que c'est ça, il y a plusieurs goûts. Il y a un goût par étage, quoi. C'est ça. Il y a un goût... Alors, il y a jambon, poulet, œuf, truite,
thon, rillettes, avocat, épinards, purée de lapin, œufs d'autruche, je te jure, caca de Zemmour, c'est un enfer. Alors ça a été inventé par Suzette Pain Surprise, qui est également l'inventrice de la crêpe Suzette, hein, pas... Du fenouil et du suicide. Alors, non, je te jure, tu vas chez elle, elle t'accueille comme ça. Bonjour, bonjour. Rentrez dans mon humble demeure. Miaou, mon chat Welbeck. Venez, je vais vous montrer ma collection de têtes de rat. Attention, mon abat-jour, il est fait en peau d'enfant. Bon. Mais bon, comme je le disais en funambule, ici, on aime les... Bon, les intellos, ça va, là? Hein, donc je le disais en funambule, ici, on aime les débats, on vous écoute, Mehdi. Pourquoi vous aimez tant le pain surprise? Alors, j'ai lu dans votre livre judicieusement intitulé Le pain surprise et ou bonheur au 7 étages et ou stratification d'une société à organisation verticale. que au-delà... Mais si. Ouais, c'était pas mal, ça. C'est ChatGPT, ça, non? C'est toi? Non, c'est moi. En plus, j'ai dit 100 syllabes. Arrêtez, là. J'étais sur une... Je recommence tout. Le pain surprise. Oui, le pain surprise. Bon, alors vous dites que c'est un bon moyen de faire la fête et de se rassembler. Non. Après, Mehdi, vous pouvez pas avoir que des qualités. Ici, nous sommes bourrés de défauts. Hein, Pierre est égoïste. Juliette est autocentrée. Guillaume nombriliste. Et moi... Bon, bref. Pas envie de parler de moi. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous rencontrer, Mehdi. Merci beaucoup. Merci, Émeric, pour cette enquête. Va falloir mettre à jour la fiche Wikipédia. Je sais pas si c'est de l'intelligence collective. Et je sais même pas si c'est de l'intelligence. Bon, ce que je sais, c'est qu'après ça, on a besoin d'écouter un petit peu de musique avant de retrouver notre invité spécialiste. Les mécaniques des foules qui nous traînent, nous entraînent. Non, voilà, allez, arrête. On peut plus rien dire, non, mais là, vraiment, non. Il y a des gens dont c'est le métier. Et en l'occurrence, on va écouter quelqu'un dont c'est vraiment le métier de chanter. Elle s'appelle Arlo Parks et elle nous rappelle avec le titre Two-Sided que oui, on peut être triste sur le dance floor, qu'on peut être isolé dans la foule. La dernière. No move. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud. Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Mehdi Moussaïd. Et à notre tour de faire une expérience dans notre petit labo. Mettre un chercheur en sciences cognitives avec une chercheuse en neurosciences et voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas faire, France Culture? Tu vas rien faire. Voilà Saba Karaki. Bonsoir. Alors, je vais vous poser quelques questions et je vais que vous me répondiez très vite parce que j'ai que 4 minutes. Qui a découvert la gravitation? Newton. Qui a inventé le cubisme? Newton. Picasso. Qui a fait naître l'iPhone? Steve Jobs. Qui a inventé le wokisme? Maurice. Bon, ça, personne parce que ça n'existe pas. Qui a théorisé la théorie de l'évolution? Darwin. Et qui a créé Facebook? Zuckerberg. Eh bien, vous avez tout faux. Car ces innovations et ces mouvements... C'est Pierre qui a tout fait. Artistiques et scientifiques ne sont pas nés d'un individu isolé. Derrière chacune de ces découvertes, il y avait des idées déjà en circulation, des travaux oubliés ou invisibilisés, des outils techniques disponibles, des institutions qui rendent ces travaux possibles et des réseaux qui les diffusent et les valident. Et pourtant, une fois le résultat là, tout devient étrangement clair et simple, comme si quelqu'un avait eu l'idée dès le début. C'est ça ce qu'on appelle le biais rétrospectif. On regarde une trajectoire achevée et on lui invente une intention d'un seul ou d'une poignée d'individus. Si personne n'invente seul, personne ne détruit seul non plus. Face au crime de l'histoire, ce biais devient même plus fort. On cherche un responsable identifiable, un nom et un visage. En ce qui concerne la guerre au Proche-Orient, encore, oui, ça dure. Et une fois la guerre finie, je vous promets, je vous parlerai d'illusions optiques et de ma thèse sur les psychédéliques, parce que j'ai fait mon doctorat sur les LSD et c'est beaucoup plus joyeux, mais la guerre est loin d'être finie. Alors, une partie du récit qui s'oppose à la guerre consiste à concentrer la responsabilité sur la figure unique de Netanyahou et de Trump, comme si la violence procédait d'une intention centralisée et parfaitement exécutée. Mais les soldats de l'armée israélienne qui s'amusent à se filmer en train de se moquer des habits et des jouets dans les maisons vandalisées et détruites au sud du Liban en ce moment ne le font pas parce qu'ils ont reçu des instructions explicites de Netanyahou ou de Trump.
Par exemple, ils n'ont pas reçu un coup de fil. Allô les gars, c'est Donald, envoyez des petites vidéos que je m'amuse en attendant ma commande de burger. Non, en vrai, une armée commet des exactions car tout un système le lui permet. Elle repose sur des normes implicites, sur un narcissisme collectif et surtout sur ce sentiment d'impunité. Et Trump, on l'imagine comme un cerveau zinzin unique et une volonté pure. Certains le voient même comme un génie du mal. La guerre, pourtant, n'a pas commencé parce que Trump a dit « ding, 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 boum, Bush ». En fait, il a vraiment dit ça. Mais en réalité, Trump tient parce que les intérêts le soutiennent et des technofascistes de la guerre ont besoin de leur laboratoire pour faire des essais de logiciels et de missiles. Ce qui paraît comme ses décisions à lui seul passent par des systèmes d'intelligence artificielle et des chaînes de validation fragmentées. Attendez là, j'ai une vision. Je vois des trolls commenter sous la vidéo de cette chronique ce soir pour dire « Encore elle qui vient au nom de la science taper sur le gouvernement israélien. Elle fait la propagande du régime des mollahs. » Alors regardez-moi bien, je vais encore instrumentaliser la science pour vous dire que ça s'appelle la fausse dichotomie. On peut très bien critiquer une armée tout en défendant le droit du peuple israélien d'exister dans un État juste et égalitaire envers tous ses citoyens. Et on peut très bien s'opposer à la destruction des vies, de la nature, des infrastructures et des écoles élémentaires, tout en étant une fervente opposante au régime iranien. Oui, ça tient. D'ailleurs, on a longtemps pensé que le régime iranien tenait à quelques figures. Et pourtant, voilà, des têtes sont tombées. Et quand même, la dictature n'a pas disparu. Cette semaine encore, 11 prisonniers ont été exécutés, illégalement et injustement. Le régime iranien, comme toute dictature, ne tient pas seulement par ses dirigeants, il tient par des institutions, des relais locaux, des habitudes de pouvoir et des mécanismes de peur. Ni les créations, ni les violences ne sont le produit d'une seule personne. En France, on aime encore se raconter une histoire confortable. Le racisme, par exemple, serait l'affaire de quelques individus isolés, des brebis galeuses, des cas extrêmes qu'il suffirait de condamner pour préserver le reste. C'est pratique car ça permet de tracer une frontière nette entre les vrais racistes et les autres, supposément modérés et inoffensifs. Sauf que cette frontière n'existe pas. Il existe un continuum de discours, de pratiques et de tolérance qui, mis bout à bout, produisent une société raciste. Dire tout cela ne revient pas à dire que la société serait raciste ou suprémaciste par essence. Cela signifie autre chose, mais de plus inconfortable, que ces dynamismes se construisent, qu'elles se légitiment progressivement. Reconnaître que c'est plus large que quelques têtes lunatiques, c'est commencer à voir, analyser et se battre contre les médias et les discours qui rendent la haine possible et reproductible. Merci. Sama Karaki, merci beaucoup Sama. On te retrouve en podcast avec notre ami Taoufik Valipouram, Les vies qu'on mène sur toutes les plateformes. Et je conseille également un livre qui vient de sortir en librairie et qui complète celui de notre invité, Contre les figures d'autorité. Tu as écrit et ça complète bien, je le disais, celui de notre invité Mehdi Moussaïd, qui s'appelle « A-t-on besoin d'un chef ?» Mehdi, est-ce que tu t'intéresses aux neurosciences ? Est-ce que c'est un domaine qui complète le tien ou... Non, je ne suis pas expert du tout neurosciences. Ça complète carrément dans le sens où dans mon équipe de recherche, par exemple, il y a des neuroscientifiques, donc on va aller aussi interagir avec eux pour essayer de combiner les découvertes, faire quelque chose de plus grand. Moi, personnellement, je ne suis pas dedans. C'est hyper technique, donc tu ne peux pas t'improviser neuroscientifique. Beaucoup plus complexe, sophistiqué. c'est vraiment créer des tensions comme mais ça, effectivement, il y a beaucoup d'interdisciplinarité. Dans mon groupe, il y a des gens qui sont dedans. Et est-ce qu'il y a aussi des liens avec la science sociale ? Parce que Sama, toi, tu fais dans tes chroniques pas mal de liens entre justement la neuroscience, alors on appelle ça un peu les sciences dures, et les sciences sociales. Est-ce que Mehdi, toi aussi, c'est des domaines où tu vas, je sais pas, participer à des conférences, échanger avec d'autres chercheurs, chercheuses ? Certainement, c'est vraiment interdisciplinaire. Donc la discipline, je le répète, est très interdisciplinaire. Donc il y a vraiment des chercheurs qui viennent de formations très très différentes. Et puis on va évidemment mélanger des gens qui viennent d'une science qui est plus humaine, plus comportementale, plus psychologie par exemple, avec des gens, même des physiciens, des mathématiciens, des économistes. Et c'est tout ça ensemble qui donne des belles découvertes. En parlant des découvertes, juste pour rebondir sur l'intro justement de la chronique là, qui était vraiment chouette. Maintenant, on arrive justement à essayer à retracer l'arbre généalogique d'une découverte scientifique. Donc en fait, quand on a une découverte qui apparaît, qui est publiée dans les revues scientifiques, on regarde en fait quelles étaient les inspirations. Et quelles étaient les inspirations des inspirations et les inspirations des inspirations. Et on remonte comme ça dans le temps. Et en fait, tu vois que en dessous de ce petit arbre qui vient de sortir, il y a des racines qui sont gigantesques.
Et juste en observant en fait, quelles sont les disciplines qui se sont croisées dans les inspirations, tu arrives à voir si ça va être une découverte plus ou moins importante, etc. Donc Newton, c'était pas la pomme qui est tombée sur... Newton, c'est pas la pomme. Par contre, Newton a écrit un truc super. Il a écrit si j'ai pu voir plus loin, c'est parce que me tiens debout sur les épaules d'un géant. Et les épaules du géant, ce sont les chercheurs qui l'ont précédé. Et en fait, il fait tout à fait cette analogie en disant que... Et en fait, il faut s'appuyer sur toutes les découvertes précédentes et juste... Il y a une personne à un moment donné qui va voir un peu plus loin, mais c'est parce qu'elle s'appuie sur tous les prédécesseurs. Merci beaucoup. On va continuer à s'appuyer. Nous, on va s'appuyer sur vous. Merci Mehdi Moussaïd et merci Sama Karaki qu'on peut applaudir bien fort. Merci à vous deux. Il est temps de continuer à muscler votre esprit critique. Allez, les petits Thibaut InShape du Cortex. C'est la publicité. La dernière. Nova. Ça va bien se passer. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Longpré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives et auteur du livre « A-t-on besoin d'un chef ?» aux éditions Alary. A-t-on besoin de quelqu'un qui nous crie dessus en nous menaçant avec des objets contondants? La réponse ici est sans doute oui, ça s'appelle la chronique de Pierre-Emmanuel Barré. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Arrêtez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Arrêtez. On n'a pas le temps. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de détruire la France. Et je sais qu'ils nous écoutent, hein. Les petits parasites au RSA et les chômeurs, là. On se la coule douce grâce aux allocs. On écoute l'émission sur son iPhone 17, là, bien installé dans son canapé d'angle Roche-Beaubois, en sirotant du Romanée Conti. Bah, terminado. Finito la grande vie. Bye bye les week-ends aux Maldives en jet privé. Quelle heure est-il sur ma Patek Philippe? Il est l'heure de passer à la caisse, gros assisté. Et juste, j'en profite pour vous dire, j'adore Charles Consigny. Oui, excusez-moi, j'étais au téléphone avec les grandes gueules. Allez, on est sur Nova, je rallume mon cerveau. Cette semaine à l'Assemblée nationale, le RN, la droite et les macronistes ont voté un amendement renforçant les pénalités en cas de fraude sociale, tout en rejetant une mesure contre la fraude fiscale. Pas de panique, c'est rien, on reste calme, tout va bien. Voilà, c'est pas l'alarme incendie, c'est mon alerte gros sac à merde. Elle se déclenche dès qu'on parle de gros sac à merde. Non mais au lieu de s'en prendre aux entreprises qui grugent la TVA et aux particuliers blindés qui dissimulent du patrimoine pour payer moins d'impôts, leur combat, c'est Muriel au SMIC avec 2 enfants qui gratte 100 balles d'aide au logement parce qu'elle n'a pas déclaré qu'elle était en concubinage. La fraude sociale, c'est 13 milliards d'euros par an, c'est rien. À côté, la fraude fiscale, c'est 100 milliards. 100 milliards, bordel, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est vraiment, tu vas chez le médecin, il te sculpte 5 minutes, il te prescrit de l'éludril pour ton aft, et à la fin de la consultation, tu fais « Et pour mon cancer, on fait quoi ?» Ah, oui, le cancer, oui. Et bon, on verra la prochaine fois, il va pas s'enfuir. Allez, ça fera 85 €, je suis en secteur 3 non conventionné, on se dépêche, j'ai un vol pour les Maldives dans 45 minutes. Oui, pardon. Oui, elle marche bien, cette alerte. En plus, sur les 13 milliards d'euros de fraude sociale, il y en a 10 milliards, c'est même pas les allocataires, c'est les patrons qui déclarent pas leurs salariés pour éviter les cotisations sociales et les professionnels de santé qui font de la surfacturation. Mais c'est insupportable. On peut pas bosser tranquillement avec tous ces gros sacs à merde. La fraude aux prestations sociales, la CAF, le RSA, l'aide au logement, c'est seulement 3 milliards, c'est ridicule. Et 80% du temps, c'est même pas de la fraude volontaire, c'est des erreurs des bénéficiaires ou de l'administration. C'est pas moi qui le dis, c'est la CNAF et la Cour des comptes. La fraude la plus stigmatisée dans le pays, c'est la moins malveillante et la moins coûteuse. Il y a les patrons et les riches qui ont chié partout sur la cuvette et les murs. Ils ont repeint jusqu'au plafond. T'as des stalactites de chiasse qui pendent. Et on pointe du doigt le chômeur qui a mis 3 petites gouttes à côté en remontant son slibard, quoi. C'est fou cet acharnement de la bourgeoisie et de leurs médias dominants à lutter contre les précaires au lieu de lutter contre la précarité. Quand vous choisissez un ennemi, choisissez-le au-dessus de vous. Un pas en dessous. Sinon, vous savez ce que vous êtes. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve en tournée avec son spectacle au Bataclan à Paris. Merci Pierrot. Incroyable. Il est 19h22 sur Radio Nova, l'heure de notre séquence l'invité de l'invité. Aujourd'hui, Mehdi Moussaïd a choisi de nous présenter Marie Sebag qui est avec nous. Salut Marie. Salut. Bonsoir. Sois la bienvenue. Marie, tu es ni plus ni moins
que la première joueuse d'échecs française. Bah ouais. Et alors, je n'ai pas suivi les classements récemment, j'ai fait confiance à Wikipédia. Wikipédia dit la numéro 1 mondiale. Non, je suis pas du tout la numéro 1 mondiale, je suis plus dans les 20e joueuses mondiales à peu près. Ce qui est quand même extrêmement stylé, tu permettras, d'accord. Donc t'es grand maître international, on appelle ça comme ça. Voilà. Et t'es la première en France à avoir obtenu ce niveau. Oui, je suis la première femme à avoir décroché le titre de grand maître international chez les hommes. Parce qu'en fait, voilà, c'était ma première question en fait. Voilà, parce qu'en fait, il y a 2 titres. Oui. Il y a le titre de grand maître international féminin et le titre de grand maître international mixte, qui est plus difficile à avoir et que j'ai réussi à obtenir. Voilà. Mais, impressionnant. Mais alors, comment on explique qu'il y ait 2 catégories? Ça paraît assez absurde en fait. Oui, je trouve aussi que c'est absurde, mais en fait c'est comme ça. Donc les compétitions elles sont séparées. Il y a des compétitions féminines et des compétitions mixtes. Et du coup les femmes peuvent jouer avec les hommes si elles veulent. Mais en général, on veut pas trop parce qu'on a moins de chances de gagner. Donc, du coup, on préfère rester chez les filles. Mais de temps en temps, on a des tournois où on peut jouer avec tout le monde. En fait, faut savoir que les tournois d'échecs, c'est du petit enfant de 5 ans jusqu'à avec une personne de 77 ans ou 80. Voilà. Donc, il y a toute personne qui joue. Et après, pour les grands tournois, pour le championnat d'Europe, par exemple, c'est séparé. Il y a le championnat d'Europe des femmes et le championnat d'Europe mixte. Ok. Voilà. Et moi, je l'ai fait une fois, le championnat d'Europe chez les hommes, donc en mixte. Ouais. Et du coup, j'avais terminé genre 50e, alors qu'en femme, j'ai réussi une fois à terminer vice-championne d'Europe. Donc, c'est vraiment un peu plus... c'est plus à notre niveau chez les femmes, en fait. C'est plus... voilà, c'est... Et la tendance est comment? C'est en train de le niveau est en train de se combler, le niveau des femmes, ça monte beaucoup, notamment en France où on a vraiment une très bonne équipe de France aussi qui est en train de monter petit à petit. Les femmes deviennent de plus en plus fortes, mais il reste quand même la question de l'endurance où on est quand même un peu toujours dépassé par les hommes parce que quand il y a 9 jours de tournoi, on se rend pas compte, mais sur une partie d'échecs, c'est hyper physique, on perd des calories, voilà. Donc du coup, il y a 9 jours de tournoi, on se prépare le matin, on joue la partie l'après-midi qui peut durer 4 à 6 heures. Ah oui. Et comment on se prépare à une partie aussi longue? Est-ce que tu as un entraînement physique? Je sais pas. Est-ce que tu fais du jogging? Est-ce que tu fais Parce que j'imagine qu'il y a des entraînements tactiques, ça. Bon, on peut se... En fait, c'est bien de faire du sport avant un tournoi. Je le fais pas forcément, mais normalement, il faut le faire parce que comme ça, on est en forme justement sur le tournoi, sur plusieurs tournois d'affilée, et ça nous permet aussi de tenir la partie. Donc c'est important vraiment de faire du sport et tout. Au niveau de la concentration, tu veux dire quand tu dis tenir la partie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cerveau, il décroche, tu le sens? Ouais, il déconnecte. Et du coup, quand la partie elle dure 4 heures ou 5 heures, et que des fois, il y a eu des moments vraiment avec beaucoup, beaucoup de tension, et à ce moment-là, on peut décrocher la partie et faire une grosse bêtise. Et après, c'est super dur parce qu'on dort pas de la nuit et tout, on y pense. Donc du coup, c'est vrai que c'est important de rester constant sur la partie. Et le sport peut bien aider. Comment ça t'est venu, toi, la passion des échecs? Très tôt, j'imagine. Alors, j'ai appris à 6 ans. En fait, c'est ma mère qui enseignait les échecs. Elle était maîtresse d'école et elle mettait toujours des jeux d'échecs dans sa classe, tout ça. Elle trouvait qu'en fait, les échecs, c'était hyper bénéfique pour les enfants, pour le scolaire. Mais c'est-à-dire, dans des matières, ça développait des qualités particulières, la concentration, la logique, la mémoire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment au niveau de la concentration, tout ce qui est les échecs. En fait, les enfants, grâce à ça, ils vont réussir à planifier, à se concentrer, à mémoriser. Et du coup, quand ils ont un plateau d'échecs devant eux, comme c'est ludique, ils s'amusent. Alors, on peut voir des enfants, par exemple, avec des troubles de l'attention, tout ça. Et quand ils sont sur des jeux d'échecs, ils bougent plus. C'est plus le même enfant, en fait. Donc, Du coup, au début, j'ai vraiment appris les échecs pour avoir des bons résultats scolaires. Ça a marché? Oui. Mais voilà. J'aurais dû faire ça. Mais oui, enfin. Toi, t'as fait les échecs, mais c'était pas les mêmes, quoi. Oui, bon, allez. Oui, c'est toxique, c'est toxique, patron. C'est du management toxique. Je vais retourner à France Inter.
Ils ont changé ton badge, je pense. Et j'ai une question. Alors, nous, on est assez nuls, je porte voilà, garant du collectif. Alors, attends. Non, mais sur la thématique des échecs, mais c'est une question qu'on doit te poser tout le temps, je suis désolé. Mais est-ce que en ce moment, les machines sont pas en train de prendre le pas définitivement sur les humains? Est-ce que, par exemple, l'IA peut à tous les coups battre un être humain, ou est-ce qu'il reste encore une marge de manœuvre pour l'humanité là-dedans? C'est compliqué pour nous, hein, notamment dans les tournois. De plus en plus, on est obligé d'interdire les téléphones, tout ça, parce que dès que le téléphone il voit l'échiquier, on peut rentrer nos parties et tout de suite, il va nous sortir le bon coup. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle... Est-ce que ça gâche un peu, ou alors toi, tu t'en sers pour t'entraîner au contraire? Moi, je m'en sers vraiment pour m'entraîner. Ah ouais, on a des logiciels pour s'entraîner, pour regarder, pour préparer nos parties à l'avance et tout. Donc, ça nous sert. Mais d'un côté, dans les tournois plus dits open, où tout le monde peut jouer, faut faire vachement attention à la triche, tout ça, parce qu'il n'y a pas les portiques, tout ça, comme dans les grands tournois. Donc maintenant, c'est vrai que... Mais vous n'êtes pas surveillé? Dans les tournois open, donc c'est libre à tout le monde. On est un peu surveillé, il y a l'arbitre, tout ça. Mais tout le monde peut jouer, donc normalement on est surveillé. Mais il peut toujours y avoir des cas, voilà, des petits cas de triche. Et tu peux demander à l'IA de jouer à la façon de quelqu'un? Oui, de plus en plus, ouais, il y a ça. On peut, À la façon de demander, Philippe Croison. C'est hyper long, c'est un très long match. Je pense qu'il peut clairement jouer aux échecs, parce que là, pour le coup, c'est pas... On est en direct? Oui, ouais. Bon, c'était super, ta participation dans l'émission, Émeric. Non, mais il y a un sujet, alors on a parlé de l'IA succinctement, mais il y a un sujet qui intéresse notre invité, Mehdi Moussaïd, c'est les foules. Parce que Mehdi, tu as fait une vidéo où tu as essayé de faire un match contre une foule de gens. Donc, c'est les gens qui votaient pour le coup d'après. D'organiser un match, pas de faire un match dans le sens où je joue. Oui, moi, je joue pas. Oui, absolument. Et la raison derrière ça, c'est qu'en fait, le jeu d'échecs, c'est un sujet d'étude, un terrain d'étude qui est assez utilisé en sciences cognitives. Depuis les années 70, il y a même un grand chercheur prix Nobel qui a qualifié le jeu d'échecs de drosophile des sciences cognitives. Tu sais, la drosophile, c'est ce petit insecte qui est utilisé à toutes les sauces en génétique. Et en fait, le jeu d'échecs, c'est un peu pareil dans les sciences cognitives, c'est-à-dire qu'on le retrouve pour étudier la mémoire, l'attention, le stress, la géométrie dans l'espace, etc. Donc il y a plein d'expériences qui sont faites sur le jeu d'échecs, mais il n'y avait pas d'expérience de jeu collectif, donc sur le thème de l'intelligence collective. Et alors, est-ce qu'une foule peut battre Marie? Est-ce qu'une foule de gens bof peut arriver à battre Marie, par exemple? À battre Marie, non. Ouais, ok. Tu veux dire, il y a une limite, il y a un plafond, ouais. Il y a un plafond. Donc en fait, l'expérience qu'on a réalisée, j'ai pris plein de joueurs et je les ai fait jouer ensemble. Donc quand on joue ensemble, finalement chacun vote pour un coup et puis c'est le coup qui est choisi par le plus grand nombre qui est joué sur l'échiquier. Et donc en fait on joue ensemble et il y a une forme de choix collectif derrière. Et donc dans le groupe de participants qu'on avait, le niveau aux échecs, ça se mesure sur une échelle qui s'appelle l'échelle Elo. Il faut savoir ça. Okay. En gros, autour de 1000, c'est le joueur occasionnel qui joue un petit peu. Et puis autour de 2000, c'est un joueur expérimenté. Et puis au-delà, c'est Marie. T'es combien, Marie? Marie, elle est combien? Moi, je suis 2430. Allez. Voilà. Et pour être grand maître, il faut avoir eu l'élo de 2500 à un moment donné. Voilà. Donc quand j'étais très jeune, j'étais 2500 et quelques. Voilà. Ah oui, voilà. ça fluctue. Ouais, oui, ça peut baisser avec. Si on s'entraîne moins, ça baisse en fait. Donc. Mais bon, je vais peut-être remonter. Hein. Il y a intérêt, Marie, dis donc. Tu t'arrêtais de participer à des émissions et que t'allais t'entraîner. Non, mais pardon, Mehdi, tu voulais finir. Ouais, la chute. La chute. On prend des gens, on mesure leur elo individuel. Ils sont tous autour de 1000, 900, 1000, 1100, des trucs comme ça. C'est le joueur occasionnel. Ils jouent ensemble et on mesure le niveau elo de l'ensemble comme si c'était une seule personne qui jouait. Et là, on arrive à 1800. Donc joueurs expérimentés. Donc tu passes de ça à ça, juste en cumulant les avis des uns et des autres. Par contre, tu vas pas au-delà. Il y a toujours des limites. Il y a un plafond. Et Marie, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu prépares une compétition là? Alors j'espère que je vais aller jouer l'Ouzbékistan avec l'équipe de France, donc ça sera au mois de septembre. Il y a une sélection, c'est comme voilà, il y a une sélection qui va être définitive fin avril. Donc j'espère pouvoir jouer ça et puis pouvoir aider la France et bien jouer. Ramène la coupe à la maison. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Marie Sevag. Merci, reste avec nous. Merci d'avoir été là. Bonne chance. On va écouter. On va écouter celle qui a toujours des belles histoires à nous raconter, voire des histoires sur les histoires, des méta-histoires. C'est Juliette Arnaud qui est là. Et qu'on fait servir, toi.
spécialiste temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. À propos de Loana, quand elle a eu gagné Love Story en 2001, les médias disaient Cendrillon. C'est-à-dire la fille qu'on faisait dormir à côté de la cheminée et puis qui était devenue princesse grâce à l'amour d'un prince, à l'amour du public. Merci la télé, qu'est-ce que c'est bien les histoires qui finissent bien. Je crois que les médias s'étaient trompés d'histoire. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas autant regardé que ma pote Christine et moi Love Story tous les jours. Moi, je me souviens très bien que quand Loana arrive dans le loft, c'est une grande fille, tout en pimpance, en cheveux, en peau à l'air libre, mais qui est cramponnée à sa peluche. Les semaines passent, les jours passent, et Loana pleure souvent. Elle est seule, elle est couchée dans la journée pendant que les autres sociabilisent. Je me souviens de la solitude de Loana et de ses larmes. Et je me souviens m'être dit, mais bon Dieu, c'est quoi ce signe qui se sent vilain petit canard ? Allez, hop, tout le monde chez Andersen. Parce que le vilain petit canard, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'est pas le bébé attendu. Il y a une canne qui voit éclore ses œufs, des canetons, et puis il y en a un qui retarde le groupe parce qu'il met du temps à briser sa coquille. Et quand enfin il sort, il est plus grand, il est laid, puisqu'il est différent, et sa mère se demande si elle n'a pas couvé par inadvertance un œuf de dinde. Mais la chose, c'est nager, donc c'est pas un dindonneau. Et c'est une maigre consolation, parce que tout le monde autour de lui, à la ferme, le prend en grippe, celui qui n'est pas un canard. Alors, il dit « Je crois que je vais me sauver dans le vaste monde ». Cette phrase, elle est à double détente, parce que le premier sens, c'est « je vais m'enfuir, je vais changer de lieu », mais elle peut aussi s'entendre comme « je vais rechercher le moyen de défendre ma vie ». Mon âme, mon étrangeté. Pour Molly, héroïne du roman de 1973 de l'écrivaine américaine Rita Mae Brown, intitulé le roman Ruby Fruit Jungle, se sauver passera aussi par partir loin dans le vaste monde, puisque chez elle, elle est étrange, voire étrangère. Molly, c'est une petite fille d'une famille pauvre, comme Loana, mais là, c'est dans les années 50 aux États-Unis. C'est une gamine archi douée à l'école. Loana avait un QI largement supérieur à la moyenne. Et Molly, elle n'est pas mauvaise non plus pour faire un paquet de conneries. À la suite d'une de ces conneries, Molly se prend une engueulade et une rouste supérieure à la moyenne de la part de sa mère, qui commence par le menu habituel des reproches. Ouais, toujours à lire des livres et à faire ta précieuse. Mais qui se poursuit un peu plus cru, puisque la mère de Molly lui dit « Tu crois que t'es plus maline, mais t'es pas si finaude que ça. » Et puis t'es même pas ma fille. Et c'est ainsi que parfois on apprend qu'on est une bâtarde. Pas de quoi foutre par terre Molly, qui a une autre petite chose qui l'interroge, notamment la manière dont elle et sa meilleure amie, Léota, s'aiment. Molly dit « J'ai commencé à me demander si une fille pouvait épouser une autre fille parce que j'étais sûre que je voulais épouser Léota et regarder dans ses yeux verts pour toujours. » Ce qui est une excellente raison de vouloir épouser quelqu'un, il me semble, même si je suis nulle en mariage. Loana était bisexuelle, ce dont elle ne se cachait pas. Molly, le personnage, elle est animée d'un don. Elle ne remet jamais en question ses désirs sous prétexte des conventions ou des normes. Par exemple, quand son pote Leroy dit qu'il rêve d'avoir une moto, ils ont 7 ans à peu près, elle dit moi aussi. Et lui, il lui dit mais tu peux pas parce que t'es une fille. Et Molly répond si je veux, je m'achète un tank et j'écrase tous les gens qui me disent que je peux pas avoir de moto. Ce modèle de philosophie de vie posée, encore faut-il le tenir, survivre à la pauvreté, chercher les siens, les siennes, dans le cas de Molly, et même retourner voir sa mère, qui n'est pas sa génitrice, pour essayer de la comprendre. Quant à moi, je reprendrai les mots de Loana en parlant d'elle-même pour ma pierre tombale à moi. Elle disait, Loana, qu'elle était l'exemple à ne pas suivre. Merci beaucoup. Merci Juliette. Juliette Arnaud, qu'on retrouve en podcast, comme toutes les chroniques de cette émission. Ainsi que l'émission en intégralité sur YouTube, partout. Je vous signale, si vous voulez venir nous voir en vrai, l'ouverture de la billetterie pour le mois de mai. Elle ouvrira le mardi prochain, le 7 avril, à 18h. Toutes les infos sur nova.fr pour nous rejoindre donc dans ce théâtre l'Européen, dans une ambiance de folie. Une ambiance de... Ah, pas mal, c'est pas mal. Non, parce que comme on travaille sur la foule là depuis le début... Fais-les chanter plutôt, fais-les chanter. Ah oui, on va voir si la foule chante juste. Et ça tombe bien, c'est l'anniversaire d'Alban aujourd'hui. Une ambiance de folie. Ah, j'ai pas la ref. Une ambiance de folie Ah, nuit de folie. Ah oui, oui, pas mal, ouais, ok. Ah, mais elle veut me lancer sur un karaoké, donc non. Alors attendez, j'ai autre chose à vous dire. L'émission de Jamil, Les Grands Remplaçants, sera diffusée ce lundi à 22h avec un invité assez exceptionnel. Je dois vous le dire. C'est Guillaume Meurice. C'est Guillaume Meurice qui est invité.
Oui, ça s'appelle de l'autopromo. Qu'est-ce que tu veux voilà. Ben oui, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc n'hésitez pas à écouter, à suivre Jamil sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à écouter l'émission d'Émeric Lompré. Émeric, ouais. Non, mais parce que je me suis dit, dans ma tête, je me disais, est-ce que je lui demande le thème de son émission? Est-ce qu'il l'a en tête ou est-ce que je le mets dans un énorme piège? Mardi prochain, le thème, c'est les accouchements. Les accouchements. Donc, vous pouvez appeler le standard pour parler. On pioche au hasard dans un truc. Très, très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est de l'autopromo. Vraiment, j'ai rien à apprendre de ce qui suit, puisque ce qui suit, bah, c'est de la promo aussi, la pub, voilà. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invité, le chercheur Mehdi Moussaïd, on parlait des foules, des dynamiques de foule. Et il se trouve que pendant la coupure pub, Émeric avait une question à te poser. Et une bonne question. Ouais, c'est vrai. Alors, Non, vas-y, Émeric. Alors, concentre-toi. Quelle est la capitale de... Non. Non, je demandais à partir de combien de gens on peut estimer que c'est une foule, quoi. Ok, et ma réponse, c'est 2. À partir du moment où on n'est pas tout seul, c'est une foule déjà, parce que en fait les critères qui vont définir ça, c'est est-ce qu'il y a des influences sociales, est-ce qu'il y a des formes de conformisme, est-ce que je suis vraiment comme j'aurais été si j'étais tout seul? Bah déjà à partir de 2, non. Donc ça veut dire que le couple c'est de la merde. Bah, alors là c'est un raccourci. Alors, ouais, j'ai pas dit ça. Elle est chercheuse en sciences sentimentales. Non, ça veut dire qu'il y a déjà une dynamique de groupe qui va se mettre en place déjà en couple, quoi. Et puis après, évidemment, plus la taille augmente, plus il va y avoir des dynamiques différentes. Mais déjà, à partir de 2, on peut commencer à parler de collectif. Oui, il y a une expérience que j'aime bien dans une de tes vidéos, c'est des gens qui fuient un incendie. Alors, c'est pas ça que j'aime bien dans la vidéo. Et la peau qui se détache. Qu'est-ce qu'on a rigolé? On a ri. Ils sont dans un labyrinthe. Deuxième truc rigolo. Ouais. Et tu observes qui suit qui. Mais c'est hyper cruel tes expériences. Ouais, c'est une véritable expérience en plus, vraie, avec un vrai enjeu scientifique qui touche du coup l'évacuation d'urgence. Donc on prend des gens, on a un groupe, c'est une quarantaine de personnes, on les met dans un bâtiment qu'ils connaissent pas. Et dans ce bâtiment... Eh oui. C'est vrai, vous faites vraiment ça? C'est vrai, alors il y a un détail important quand même. Il n'y a pas le feu. Non, il n'y a pas le feu, c'est de la réalité virtuelle. Ah, okay. Ça change tout, non? Ah oui, ça change tout. Ok. Non, mais c'est intéressant sur le procédé, n'empêche. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui s'appellent des comités d'éthique et qui te permettent pas de faire des choses qui seraient intéressantes. Heureusement qu'ils sont là, parce que Mehdi, je te sentais chaud pour faire des trucs. Si tu pousses quelqu'un d'une falaise, en fait, on se rend. Et ben personne le suit. Donc alors attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'expérience elle est vachement intéressante. Ok, ouais. donc en fait on observe comment ils vont trouver leur chemin pour évacuer le plus vite possible et on essaie de les mettre en conditions d'urgence. Alors par ailleurs tu peux pas les mettre vraiment en conditions d'urgence dans le sens où ils vont être blessés ou quoi parce que le comité d'éthique. Toujours, ils sont chiants ceux-là. Le répète pas trop souvent, Mehdi. Ça nous fait peur. Non, mais heureusement qu'ils sont là. Et on peut les mettre sous pression financière. Par contre. Il est diabolique, lui. Nous avons vos enfants en otage. En fait, ils sont tous eugénistes. Pas grand-chose, mais de l'ordre d'un petit bonus de quelques euros où tu dis, en fait, si vous arrivez à évacuer le bâtiment à temps, en fait, vous aurez ce petit bonus supplémentaire. En général, c'est des étudiants qui participent aux expériences. Donc, il y a un gain, c'est pas drôle, c'est pas de blague. Tu sais, parce qu'on t'imagine vraiment un peu en Machiavel, avec ton petit labyrinthe, tes petits étudiants à qui tu jettes des pièces comme ça. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un gain pour que l'expérience fonctionne. Ouais. Et alors, attends, parce que la question c'était, qu'est-ce qu'on observe? Ok, qui suit qui? Le premier qui arrive au premier embranchement ne sait pas où aller, les autres se regardent un petit peu, et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit, moi j'y vais de ce côté-là, parce qu'il faut bien se décider. Les suivants voient le premier partir d'un côté, ils se disent au lieu de choisir au hasard, je vais peut-être suivre le premier, si ça se trouve il a une info, c'est mieux que du hasard. Et ceux qui arrivent derrière voient 5 personnes qui vont du même côté et suivent, et au bout d'un moment t'as tout le monde qui va du même côté. Donc en fait la leçon c'est que pendant une évacuation d'urgence, les gens ont fortement tendance à se suivre, ce qui fait que tout le monde arrive à peu près au même endroit en même temps. Si c'est la bonne issue, ça marche, ça n'a pas la bonne issue. C'est pour ça notamment que quand tu conçois un bâtiment, ça sert à rien de mettre plein de petites issues de secours, parce qu'il est très probable que tout le monde s'agglutine autour d'une de ces issues de secours et que les autres ne soient pas utilisées. Il vaut mieux en mettre, par exemple, une grande très visible que plusieurs petites. Mais tu expliques dans ton livre
que c'est pas forcément une mauvaise chose que d'avoir cet esprit grégaire, parce que possiblement la personne qui part dans un sens, elle connaît. Exactement. Et en fait, tout de suite, tu te dis, bon, bah, le premier réflexe, c'est de se dire, bon, c'est vraiment, ils se suivent, ils réfléchissent pas, etc., mouton, machin. Mais après, tu te dis, mais en fait, au contraire, c'est intéressant, parce que si jamais il y a une info qu'une personne détient dans le groupe, bah en fait cette personne elle va y aller directement et tout le monde va pouvoir en profiter. C'est la dynamique qu'on retrouve dans tous les groupes d'animaux sociaux d'ailleurs, hein, en général dans les bancs de poissons, les vols d'oiseaux, les troupeaux de moutons. L'idée de cet effet d'imitation, c'est de pouvoir profiter d'une source de nourriture quand il y en a un qui l'a trouvé, tout le monde va en profiter, ou de pouvoir éviter un prédateur quand il y en a un qui l'a détecté, ça s'appelle de la vigilance collective, etc. En fait, les informations se propagent très rapidement de proche en proche et ça permet à tout le groupe de bénéficier de ce qu'un des membres du groupe sait. Tu prends aussi l'exemple de la mine d'or, enfin de la recherche de l'or, la ruée vers l'ouest. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas vraiment de recherche sur le sujet, mais c'est une analogie que j'avais trouvée assez chouette. C'est pendant la ruée vers l'or au milieu du 19e siècle, où effectivement, les orpailleurs américains, ils ne savent pas où aller. Et ils s'observent mutuellement. Et quand il y en a un qui découvre une petite pépite d'or, bah en fait, les autres, ils arrivent direct en se disant, ça se trouve, il y en a plusieurs. Et du coup, si tu regardes l'évolution des campements d'orpailleurs, bah en fait, tu vois qu'ils sont tous toujours très groupés. Et ils se diffusent très, très doucement. Et puis, dès qu'il y en a un qui trouve un truc, hop, tous les campements déménagent à l'endroit où ça a été découvert, etc. En fait, donc c'est trop risqué d'être un explorateur solitaire. Le risque est trop grand de ne rien trouver. Alors c'est intéressant de se demander qui va le plus en bénéficier entre celui qui se dit non mais moi je suis indépendant, je vais chercher tout seul, et ceux qui se contentent de suivre. Ben, en fait, celui qui est indépendant, qui va chercher tout seul, en général, en moyenne, il est moins bien loti que ceux qui suivent, parce qu'il prend trop de risques. C'est hyper pervers, quoi. Parce qu'il meurt de froid. Enfin, dans le film, c'est comme ça, en tout cas. Et le problème, c'est que ceux qui bénéficient le plus, c'est les suiveurs, et notamment les premiers suiveurs. Ceux qui arrivent à suivre le plus vite possible la personne qui vient de découvrir un truc, c'est eux qui s'en mettent plein les poches si on parle d'argent, mais ça peut être dans n'importe quel contexte. Le problème, c'est qu'eux n'ont ce bénéfice que parce qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative d'explorer. Et donc, tu vois que le système, c'est un dilemme un peu bizarre. Hein. Donc, il faut suivre, mais pas trop tôt ni trop tard, et il faut suivre les bonnes personnes. Il faut suivre vite, en espérant que quelqu'un veuille bien t'ouvrir le chemin, en vérifiant s'il n'y a pas de danger avant toi. Okay. Bah, très bien, c'est réglé. Voilà, allez hop, c'est réglé. Merci Mehdi pour tout ça. Reste avec nous quand même, on est ensemble jusqu'à 20h10. On a dit au début de l'émission que la foule chante juste. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir chanter juste, Juliette, cette foule ? Elle va pouvoir chanter Lower East Side Artist de la chanteuse Santi Gold, parce que ça nous rappellera 2008. Vous vous souvenez, la banque Lehman Brothers se crachait, Estrosi et venait d'être élu à Nice, et Barack Obama devenait président des États-Unis. Putain, c'était il y a 10 minutes, c'était il y a 18 ans. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, le chercheur en sciences cognitives et créateur de la chaîne YouTube Fouloscopie, Médine Moussaïd. Elle fuit la foule, sauf celle qui se presse de plus en plus dense devant les portes du théâtre, où elle joue son spectacle Trop drôle pour mourir. C'est ma Marie. J'ai une blague pour vous. C'est un aveugle, une autiste et un tétraplégique qui déménagent. Qui met les cartons dans la poubelle jaune? Bon, c'était une question piège. Personne, ils peuvent pas déménager. La mairie n'avait aucun logement adapté. Par contre, la mairie de Draguignan a mis des lettres en relief sur les poubelles de tri il y a 1 an. Reconstitution de l'annonce aux habitants de Draguignan. Vous voyez les malvoyants? Quand vous touchez le E, c'est pour emballage. Génial, et ça veut dire quoi quand c'est gluant? C'est un peu compliqué d'adapter l'écologie au handicap quand on est une personne valide. Et j'imagine que vous êtes déjà tous demandé comment font les personnes handicapées pour être écolo. Bien sûr. Là, je sens la sincérité, la préoccupation. Et c'est bien, au moins, vous n'êtes pas des mythos. Et par contre, Émeric, ça ne marche pas les moments où tu penses à Pierre-Emmanuel. D'accord? Avoir des cheveux de riche dans une émission de gauche, ça n'est pas un handicap. Guillaume aussi. Guillaume aussi. C'est vrai. Oui. C'est plein de contradictions d'être handicapé et s'intéresser à l'écologie. Je suis sortie avec un maraîcher qui jetait ses légumes moches. Naturellement, je lui ai fait la leçon. C'est réglementaire quand t'es parisienne. Faut assurer un quota de condescendance de 10% de ton temps. Et il m'a gentiment rappelé que j'étais arrivée sur son terrain en VTC.
C'est le jour où j'ai découvert l'humilité. Et rassurez-vous, les Parisiens, ça on est exonérés. Comme on fait déjà beaucoup sur la condescendance. C'est mon handicap qui fait que je me déplace presque tout le temps en VTC. J'ai une grande fatigabilité du fait de mon autisme, mon TDAH, mon trouble du stress post-traumatique. Mais j'arrive pas à enlever de ma tête que je me trouve peut-être une excuse pour polluer avec la sérénité du jet de Taylor Swift. Donc j'ai fait des recherches sur le croisement entre handicap et écologie et la militante antivalidiste Odile Morin dit que la plupart des espaces écologiques reproduisent malgré eux les mêmes logiques d'exclusion que le reste de la société. Et si on trouvait comment recycler le sentiment de culpabilité que je viens de générer, ce serait une super ressource d'énergie. Pour préserver... Oui, c'était mitigé. Pour préserver l'environnement, on nous recommande de marcher, prendre les transports en commun, faire du vélo. Il n'y a jamais galéré en fauteuil roulant. Rester chez toi parce que tu es trop dépressif alors que ça se génère 0 en empreinte carbone. À Paris, il n'y a que 29 stations sur 321 qui sont accessibles PMR. Par exemple, on ne peut pas accéder à Bastille. Mais ça, j'ai compris, c'est parce qu'ils ont peur qu'on la reprenne. Non, c'est vrai. J'ai demandé sur mon Insta ce que mes abonnés en pensaient. Et elles m'ont tous répondu « chaud pour reprendre la Bastille ». Donc, j'ai dû préciser « non, mais du handicap et de l'écologie ». J'ai la Violette Épineuse qui m'a dit « Quand mes fonctions exécutives ont décidé de faire grève totale, j'attends de l'écologie validiste qu'elle me laisse d'abord finir mes nouilles instantanées avant de me faire un procès pour fainéantise, histoire de garder un peu d'énergie pour lever mon majeur. Et qu'on rabaisse la cuvette des toilettes sèches par pitié. » Voilà, la Violette Épineuse. J'aurais jamais cru être payée pour défendre le fait que les personnes de petite taille ou en fauteuil roulant puissent chier en paix dans de la sciure de bois. Voilà. Je savais que prendre ce poste de délégué en CM2B me prédestinait à de grandes choses. Les luttes écologistes et antivalidistes vont pourtant dans le même sens. Le conte BD La vie à croquer le résume très bien dans son post. La planète et toi, vous êtes en burn-out. C'est rapport à ça brûle en fait, parce que la planète brûle. Et dans burn-out, il y a burn, donc ça brûle et ainsi le parallèle est saisissant. Donc bon, peut-être aller lire directement. Allez lire directement La vie à croquer, elle explique mieux que moi. Moi, mon but, surtout, c'était d'accaparer l'antenne pour dire à mon ex pourquoi j'arrivais à la récolte en VTC. Et pour finir, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de tous les adorateurs de jeux de mots de n'avoir fait aucune blague avec le terme « légumes ». J'arrive pas à être exemplaire tout le temps quand il s'agit de recycler. Merci beaucoup. Marie. Trop drôle pour mourir au théâtre, au Bateau Ivre, qu'on adore toujours autant, le 8 avril. Et à Paris, tous les samedis à 19h30. Merci beaucoup, Marie. On est toujours avec notre invité, Mehdi Moussaïd. On a parlé de plein de choses, de tes sujets de recherche. Mais essayons maintenant de partir à la recherche de ce qu'il y a à l'intérieur du Mehdi Moussaïd avec le questionnaire de Juliette Arnaud. Et je t'ai demandé, Mehdi, quel film t'étais resté de l'enfance ? Tu m'as répondu Les Goonies, film de 1980. Ah oui. Film de 1985 de Richard Donner, c'est l'histoire d'une bande de mômes qui trouvent dans un grenier la carte au trésor d'un pirate et qui partent à sa recherche. Et en avant les histoires, tu me précises que tu l'as vu au moins 50 fois quand tu étais au collège. Il te procurait quel type d'émotion ? C'est ce que tu peux imaginer. T'es un groupe d'amis qui trouvent une carte au trésor dans le grenier. Le point de départ de la carte au trésor, c'est une petite maison qui est au bout de la rue où on va pas trop. Dans cette petite maison, il y a une vieille dame qui habite. Et là, il y a un tunnel. Et dans le tunnel, au bout du tunnel, il y a une mer, un océan presque, avec un bateau et un trésor dedans. C'est génial. Quand t'as 11 ans, 10 ans, c'est juste super. Donc je l'ai regardé. Si je l'ai regardé 50 fois, en revanche, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de choix à l'époque pour regarder les films. C'est vraiment le souvenir que j'ai quand même, c'est qu'il y a un placard avec 5 VHS, tu sais, et puis il faut regarder une des 5, quoi. Donc on va re-regarder Les Goonies. Donc on en regarde encore et encore, ouais. Moi, ma réplique préférée du film, c'est « Hey Mickey, tu veux aller au pipi room ?» C'est quoi la tienne ? Tu l'as vu 50 fois, il va falloir que tu me sortes une réplique.
La même, le pipi room. Il l'a jamais vu. La même. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Alors c'est un roman sans enfants, mais avec une bande de gens amis qui survivent à une explosion nucléaire. Et en avant les histoires. Malville, de mon cher Robert Merle, 1972. Tu me dis que tu l'as lu vers 18 ans. Un des protagonistes essentiels de cette bande d'amis, essentiel à la survie, c'est un scientifique. Est-ce que tu crois que c'est déjà resté dans un coin de ta tête? Peut-être. Le roman m'a un peu surpris dans le sens où à cet âge-là, je cherchais surtout des romans d'aventure et puis moi je voulais juste de l'aventure. Je lis la 4e, je trouve que ça part bien, go. Et puis en fait, l'auteur t'emmène un peu plus loin. En fait, il te fait réfléchir vraiment sur comment on s'organise. Est-ce que la démocratie c'est toujours ce qu'il y a de mieux? Ouais, est-ce qu'il y a besoin? Mais j'avais pas fait le lien avec les recherches que je fais aujourd'hui. C'est 180 €. Secteur 3, Juju. C'est Je vais seulement encore pas être payé. Effectivement, en parlant avec toi, j'ai remarqué justement qu'il y avait ce côté où tu as un groupe qui doit s'auto-organiser et comment il se structure socialement. Et surtout que le moment où il décide d'avoir un chef ou pas, c'est vraiment un moment qui fait complètement basculer l'intrigue du roman. Absolument. Je t'ai demandé enfin quelle BD te fait rire. Donc c'est une des contributions majeures du magazine Flûte Glaciale, le dessinateur et scénariste Edika, spécialiste de l'absurde. L'absurde. Et non, il est mort. Non, il est mort. L'année dernière. Merci Émeric pour cette contribution. Il est mort, mais il est avec nous, bien sûr. Ah oui, voilà. De l'absurde et de la scatologie. Mais de là à répondre quand même. C'est ça aussi l'intelligence collective. Il y a toujours un qui ralentit le groupe. Ça, il le dit très bien. C'est qui là? Non, c'est moi. C'est moi. Donc, c'est moi, Émeric, c'est moi. Revenons-en à Edika, spécialiste de l'absurde, de la scatologie et des chats verts en slip nommés Clark Gable. C'est laquelle des 3 parties qui te fait le plus rire? Le chat vert en slip nommé Clark Gable, parmi les 3 parties. Et on peut pas expliquer pourquoi un truc nous fait rire. Si, moi, un chat vert avec un slip trop grand, de toute façon, ça me fait rire. Qui s'appelle Clark Gable. C'est vraiment absurde, Edika. On peut pas expliquer. On essaie des fois, il m'est arrivé d'en rire et puis de dire à quelqu'un, je vais te raconter la blague qui m'a fait marrer. Puis en fait, les gens rigolent pas quand on le raconte, quoi. Parce que c'est un métier. Eh oui. Très bien. Alors, merci Mehdi pour toutes ces réponses. Ça fait un beau lancement, ça. Et ça fait une transition. Des fois, je m'emmerde à écrire des transitions, mais Mehdi Moussaïd a dit on ne peut pas expliquer ce qui nous fait rire. Quelle meilleure définition de la séquence qui suit. J'ai pas envie de la faire. Émeric Lombrey. Ouais. Allez, actualité. L'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Comme quand on se réveille dans son appartement et on pose le pied par terre comme ça et on a bien chaud aux pieds grâce au chauffage au sol. Et après, on se souvient qu'on n'a pas de chauffage au sol. Et en fait, c'est le vomi du chat. Ouais. C'est dégueulasse. Surtout quand tu sais que t'as pas de chat. Tiens, puisqu'on parle de vomi, est-ce que vous connaissez Christophe Barthez? Christophe Barthez, c'est le nouveau maire RN de Carcassonne. La belle cité médiévale avec ses remparts, ses doux, mais c'est machcouli. Et ben Christophe, il a les idées de la même époque que sa cité, parce que là, il a interdit la mendicité dans le centre-ville de la cité et la cité médiévale, quoi. Christophe, il est en croisade, là. Dans 2 semaines, il va rétablir le droit de cuissage, équiper la police de catapultes et interdire la flûte traversière après 22 heures. Oh ouais, parce que ras-le-bol, il nous faut dormir pour demain afin de préparer la bataille. Pas vrai, mes assistants? Yahoo! Mais avant qu'on m'apporte ma villageoise, il nous faut trinquer. Tenez, seigneur Barthez. Merci, Ménestrel. Buvons pour nous donner du courage. Demain, nous affronterons les Sarrasins. Et la victoire est bien proche. Yahoo! Mettez où? Pas là. Mettez où? Pas là. Et qui est-ce? C'est Vianney, monseigneur, votre troubadour. C'est excellent. Merci. Je parle pas de vous, je parle de la villageoise. Fuyez, vous êtes insupportable. Pendez-le au port de la ville et gravez prout sur son front avec un compas. Oh non. Oh non. Qu'on m'apporte mon cousin frère. Arrêtez-moi, sinon je fais tout le film. Non.
Non mais allez voir son Instagram à Christophe, c'est un régal. Vraiment, moi c'est ma passion en ce moment, c'est d'aller voir les Instagrams des gros nulos quoi. Alors j'ai Laurent Wauquiez, Christophe Barthès et Rachel Kahn. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Rachel Kahn. C'est une éditorialiste sur CNews. Enfin éditorialiste. Elle a un micro, elle parle quoi. Moi je vais à la fête foraine, je crie dans mon micro The Body. Je suis éditorialiste aussi quoi. Voilà. Alors elle, son truc c'est l'antisémitisme. Elle en voit partout. Et là antisémite, là antisémite, là antisémite. Putain mais Rachel, c'est une tarte à la rhubarbe. Barbe, salafiste, antisémite. On va la faire piquer. Piquer. Abeille, Bourdon, Didier Bourdon, les trois frères, les rois mages. Jésus, Judas. Non. On dit... C'est vrai que si tu connais pas le personnage, on dirait un spectacle de fin d'année, quoi. Bon, alors Christophe Barthès, sur son Instagram, alors allez voir, il a mis la vidéo de quand il signe le décret anti-mendicité. Il est trop mignon. Tu sais, il est là, comme un enfant, il tire la langue, comme ça, il s'applique, et après il le montre à la caméra, comme ça, il a regardez, je sais écrire mon nom tout seul. Comme Donald Trump. Les gens du RN, ils adorent Donald Trump, ils adorent. C'est leur modèle. Jean-Philippe de Tanguy, s'il pouvait avoir un chapeau de cow-boy, un cheval et un lasso, il serait là. Yahoo! C'est parti pour la conquête de l'Ouest. C'est parti pour la conquête de l'Ouest. Allons au nord. Allons. Non mais les gens du RN, je les vois trop avec des cerveaux d'enfants dans des corps d'adultes quoi. Tu sais, ils font des trucs juste pour voir ce que ça fait. Ils sont là, quand on mange le stylo, après on a la langue toute bleue. Oui, c'est bien Christophe. Maintenant tu continueras à dire de la merde mais en bleu. Voilà. Je lui dirai les mots bleus. C'est bien Christophe. Non. Allez, foutez de ma gueule, putain. Non mais Christophe, on lui a dit, il y a un problème de logement dans ta ville. Et ben Christophe, il s'est dit, on va pas mettre des logements en plus, on va mettre des gens en moins. Alors tous ses collègues, ils étaient là. Mais tu es trop intelligent, Christophe. Et pour le chômage, on enlève les chômeurs. Et pour la pollution, on arrête de respirer. Et les grosses merdes sur les trottoirs, on marchera sur la route. Oui, mais il y aura toujours des grosses merdes sur les trottoirs. Bah non, parce qu'on sera sur la route. Bon, en tout cas, si vous habitez Carcassonne, brûlez des pneus, de la peinture, achetez des vieilles bagnoles diesel, et quand il y aura assez de pollution, attendez que l'équipe municipale arrête de respirer assez longtemps. Merci pour les autres. Merci Émeric Lomprey. Que vous pouvez après en tourner dans toute la France avec ce spectacle YOLO. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Il est quasiment l'heure de se quitter. Il nous reste quelques petites dernières secondes, minutes avec notre invité Mehdi Moussaïd. Et ça tombe bien, on a quelques petites dernières questions à te poser. Pierre-Emmanuel. Oui, j'en ai plein. Mehdi, pour conclure, est-ce qu'on a besoin d'un chef? Et si oui, pourquoi Guillaume? Ouais, pas facile comme question. Ça dépend du contexte et de ce qu'on essaie de faire ensemble. J'essaie de répondre vite. Hein. Ouais, je vais rester chef. Émeric. À partir de combien on peut estimer que c'est une foule? Non, t'as déjà dit. On va le dire deux fois. Bon, alors, prends le temps de réfléchir. Juliette. Est-ce que les foules sont sentimentales? Oui. Oui, c'est un oui, Pierre-Emmanuel. Oui, tu dis que les foules sont globalement plus intelligentes que l'individu. Est-ce que ce serait vrai avec une foule d'Emeric? Plein d'Emeric comme ça. Non. Ouais. Mais j'ai une vraie raison. Il y a une vraie raison scientifique. Oui. C'est que l'intelligence naît de la diversité des gens dans le groupe. Donc si tu fais une foule d'Emeric, Babylone. Si tu fais une foule trop homogène, ou une foule d'un prix Nobel que tu dupliques plein de fois, elle sera pas plus intelligente que ça. C'est nul aussi. J'ai une autre question. Intéressant. Ah, bon, bah vas-y, Pierre. Alors. Ouais. Mais dis, quand on tape votre nom dans Google Images, les 5 premières photos, c'est vous à France Inter. Est-ce que vous êtes attiré par les personnes toxiques? Moi aussi. Non. Est-ce que 2 c'est une foule? Question suivante, Joker. Juliette. Demande si c'est une foule à partir de combien. Quelle est la foule qui t'intrigue le plus? Une foule d'ados adeptes de K-pop ou une foule de vieux ados adeptes de l'OM?
Et à partir de combien Les deux sont des foules intéressantes. Les foules d'ados, il y a plein de choses à dire. Et les foules... De vieux ados. Ou d'une manière générale de supporters de foot qu'on voit. Il y a des choses très intéressantes qui se produisent aussi avec des... Ah ouais, il y a des choses vraiment chouettes. Là, je peux pas développer, mais... Notamment les insultes sur les arbitres et ce genre de choses. La sensation qu'on se fait léser par l'arbitre, par exemple. C'est très collectif, ça. Allez, dernière question. Est-ce que tu préfères un chef anarchiste ou un collectif de chasseurs sous kétamine de région PACA? Le chef anarchiste. Allez, merci beaucoup, Mehdi Hussein. Merci, je rappelle ton livre À ton besoin d'un chef aux éditions Alary. Ta chaîne YouTube Fouloscopie. Allez vous abonner, vous allez vous régaler, je vous le promets. Merci d'avoir été avec nous pendant plus de 2 heures. Merci à ton invité Marie Sebag, on lui souhaite bon courage pour les prochaines compétitions. Merci à Florence Mendez, Mamari, Sama Karaki d'avoir été avec nous. Toute l'équipe de l'Européen, Seb, Mardabé, Julia, Lindsay, Sony, Marvin. Toutes les équipes techniques de Radio Nova, Fred, Malo, notre réalisateur qui est là, Lulu, Paul, Julien à la technique, Mano, Loris, Nino, Yona pour la prod, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes de Goodway Vidéo, Benjamin, Alban dont c'est l'anniversaire encore aujourd'hui, et Tristan, notre rédacteur en chef Ramzi Assadi, et Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Tout de suite sur Radio Nova, David Blo, le Nova Club, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, organisez-vous et vivement la dernière. La dernière.